Après avoir mis une raclée aux immortels et pacifié le continent pour les siècles à venir, j'ai décidé de m'éclipser pour une petite séance de cultivation en solo. Le timing était parfait. Mes disciples étaient en larmes quand ils ont capté que je partais acheter des cigarettes pour quelques centaines d'années. Mais je n'ai pas flanché. Je leur ai ordonné de faire briller notre secte et de se bâtir une réputation en béton armé pendant mon absence. Des centaines d'années plus tard, je pointe le bout de mon nez et, histoire de me dérouiller, je tranche une montagne en deux d'un simple revers de main. Personne ne me remettait. Certains ont même tenté de me faire la peau, les pauvres fous. Bref, j'ai filé voir Luan Yanner, ma disciple préférée. Sauf que l'ambiance avait changé. La petite Yanner d'autrefois avait pris des formes, disons, généreuses, et elle me dévorait des yeux avec un regard qui ne trompe pas. Elle maîtrisait déjà tout mon savoir martial. Le souci, c'est qu'elle voulait désormais tester ses compétences lors d'un corps à corps horizontal, si vous voyez le genre. De peur que je me fasse la malle, elle s'est agrippée à ma jambe sans aucune pitié. C'était mal connaître mon corps d'immortel. J'ai voulu la calmer d'une petite tape amicale pour affirmer mon autorité, mais l'effet a été surprenant. J'ai eu chaud. Heureusement, un tuyau concernant le vol de manuscrits sacrés m'a donné une excuse en or pour aller régler ça moi-même et filer à l'anglaise. Je suis fier de l'évolution de la petite, mais son attitude actuelle frôle l'obsession inquiétante. Direction la ville pour contacter un réseau d'informateurs de l'ombre qui fonctionne encore avec les vieux codes de mon époque. D'après ce message magique, mon contact est une accro aux bols de nouilles dont toutes les calories semblent migrer vers deux zones bien spécifiques de son anatomie. Je lui balance le mot de passe secret, mais cette satanée indique croit que je me fiche d'elle. Elle frappe du poing, me traite d'abruti et me vire. Je grille son bluff, je pose la main sur son épaule et je lui dis « C'est bon, j'ai donné le code, on arrête le cinéma ». Et là, sa réaction est pour le moins inattendue. Elle se met à penser « Pourquoi je brûle de l'intérieur comme du magma ?» Un seul contact a suffi à faire vibrer mon essence yin accumulée durant toutes ces années de solitude. C'est sûr, cet homme est mon partenaire de cultivation prédestiné. Le pauvre héros ne se doute pas qu'il vient de mettre les pieds dans un sacré pétrin. D'un coup, elle me chope la main en affirmant qu'elle m'attendait depuis une éternité. Je sens l'embrouille à plein nez. Elle m'emmène vers une arène où des artistes martiaux se battent pour un bouquin et me lance. Si tu récupères le livre, j'accepte de faire. Je ne la laisse même pas finir sa phrase louche. Je fonce déjà vers le ring. Le temps, c'est de l'argent. Un vieux schnock tente de m'intercepter en hurlant que je ne repartirai jamais avec le trésor. Une explosion ravage la zone. Mais quand la fumée se dissipe, je suis là, frais comme un gardon, pas une égratignure. Ça énerve les autres qui tentent leur chance, mais c'est peine perdue. En un éclair, je me téléporte derrière le vieillard et lui colle une pichenette sur le front. K.O. Technique. Bizarrement, le vieux perd la boule, son énergie part en vrille et des particules étranges commencent à pleuvoir du ciel. Chaque contact provoque une détonation, c'est la panique générale. Mais pour moi, c'est aussi inoffensif qu'une averse de neige. J'allais purifier les cieux de cette calamité, quand ma chère indique décide de jouer les héroïnes en me protégeant avec ses atouts. Disons, rebondis. D'un point de vue purement physique, je dois admettre que c'est une barrière plutôt volumineuse et confortable. Honnêtement, Ciao Ciao a dû en baver par le passé. Pourtant, elle est prête à se sacrifier pour moi en sortant un talisman caché dans son décolleté vertigineux. T'inquiète pas, Ciao Ciao. Aujourd'hui, c'est moi qui joue les sauveurs. L'attaque nous frappe de plein fouet, et ce maudit possédé nous rit au nez jusqu'à ce qu'il se prenne un rocher en pleine poire. T'es costaud le vieux, mais massacrer des innocents pour un bouquin, ça fait de toi une ordure, que je lui dis. Il essaie de me la jouer ninja avec 30 signes de main à la seconde, mais il se fait calmer par un bon vieux combo gauche-droite des familles. Je récupère mon bien légitime et je lance une technique interdite pour tromper la mort, ressuscitant tous ceux qui avaient passé l'arme à gauche dans la zone. Malheureusement, la pauvre Ciao Ciao est tombée dans les pommes. J'ai dû la relever, une tâche particulièrement lourde, vu la gravité. Mais en tant que gentleman, j'ai fait mon devoir. L'autre ancêtre, voyant le héros partir, hallucine qu'un gamin ait pu choper le livre. C'est là qu'un laquais l'interpelle. Le type dit qu'il doit gérer les sbires de l'impératrice et se demande ce qu'il fiche là. Mais le serviteur lui glisse un truc à l'oreille. L'homme s'approche de moi, me murmure un code et réalise qu'il s'est planté de cible. Le gars jure de garder le silence et de respecter mon nom à jamais. Quand je lui dis que je suis Xen, fils de Kongen, il manque de faire une attaque. Juste à ce moment-là, Yantan émerge du coltard un peu plus tard dans un manoir. Le vieux demande à la petite des nouvelles du blessé. Elle répond que les Toubibs ont tout tenté, mais qu'il roupille encore. Ensuite, le patriarche mentionne qu'il a entendu dire que cette femme était l'associée du propriétaire du livre céleste. La fille confirme. Ouais,
Elle a pris cher pour le protéger. Elle voulait qu'il vienne la voir, mais Yantan s'était déjà volatilisé. En fait, elle faisait semblant de dormir pour se faire dorloter, la coquine. Mais lui, il s'est tiré sans demander son reste. Se demandant si elle ne complotait pas dans son dos, Yantan marchait tranquillement lorsqu'elle repéra l'un de ses talismans. Peu importe sa vitesse, avec mon charme sur le dos, ce gamin est cuit. L'oreille collée contre la porte, la jeune fille tente d'espionner, intriguée par ce silence de mort. Pour en avoir le cœur net, elle perce un petit trou discret, mais l'image qui l'accueille la laisse sans voix. Shen est en train de tâter le torse du vieil homme. Notre héros, en voyant la marque sur la poitrine de l'homme, réalise qu'il a bien affaire au rejeton de Kong. Xing explique que c'est le sceau de l'enseignement paternel, un blason familial, et demande si Shen est enfin convaincu. Shen se remémore alors l'époque où le père partait en guerre avec le mioche. En un clin d'œil, le gamin a sacrément poussé. Zen avoue qu'il était terrifié par l'inconnu il y a 40 ans, quand son père, aux portes de la mort, l'a convoqué pour lui refiler les rênes de la cité. Mais ce jour-là, il n'était pas seul dans la pièce. Une troisième personne observait. Une silhouette mystérieuse demande à Zhang s'il est prêt à devenir le prochain patron, lui prédisant une longue existence. Zhang rétorque humblement qu'il ne fait que marcher dans les pas de son père. L'inconnu note son obéissance exemplaire, la raison même pour laquelle Kong l'appréciait tant. En plus de garder le livre céleste, elle voulait qu'il transmette un message. Quand le livre trouvera son maître, il faudra l'envoyer à la grotte des gourmets. De retour au présent, Zhang insiste pour que cela reste secret vis-à-vis de Yanner. Protagoniste hésite, mal à l'aise, demandant si c'est bien qui il croit. Zhang confirme. C'est sa troisième disciple, Lian, l'ancienne impératrice du continent sud, considérée comme une légende vivante. Shen est sur le cul. Ses disciples se sont tirés la bourre pour devenir les plus puissants. Le nom de la grotte fait tilt. N'est-ce pas la montagne où il concoctait des potions avec sa troisième élève? Soudain, Zenang met un genou à terre devant lui, laissant le héros perplexe face à ce geste. Zen explique que le titre de seigneur de la ville ne lui revient pas encore légitimement, car son père voulait rencontrer le propriétaire du livre céleste en personne. Les larmes aux yeux, il s'excuse de l'importuner avec ses histoires, mais il a désespérément besoin d'aide. Shen soupire. Son père et lui étaient comme les deux doigts de la main. Impossible d'ignorer sa requête. Il demande où se trouve le patriarche. L'homme révèle que son père est plongé dans un profond sommeil au cœur des monts Cland et supplie le protagoniste de retrouver d'abord sa disciple. Yantan, témoin de la scène, pète les plombs. Elle traite le héros de pervers, s'imaginant des choses pas très catholiques, persuadée que cette discussion secrète n'était qu'un prétexte pour des actes inavouables. Furieuse, elle hurle qu'elle a attendu une éternité pour cette opportunité et demande s'il se fiche d'elle en voyant la fille faire irruption. Elle leur balance une pilule au visage. Une fois le héros à terre, Yantan ricane sournoisement. Peu importe sa force, quiconque respire sa mixture finit au tapis. La jeune fille déclare qu'un mec de ce calibre devrait lui appartenir, mais elle aperçoit un parchemin brillant à côté d'elle et commence à triper sévère. Visiblement surexcitée, Yantan demande si un tel trésor se cachait dans le livre céleste. Hypnotisée par la lueur, elle demande de quelle couleur c'est. L'esprit complètement embrumé. Plus tard, on retrouve la fille face au protagoniste, avant qu'elle ne finisse par s'asseoir carrément sur Shen. Shen, encore dans le coaltar, se demande si c'est l'odeur de l'élixir, tout en sentant quelque chose de doux et glissant. En ouvrant les yeux, le héros est sous le choc. La fille est à califourchon sur lui. Gêné, Shen tente de se redresser, en lui disant de reculer. Le garçon retrouve la mémoire juste avant le trou noir. Yantan qui déboule en hurlant des incohérences et en jurant qu'il ne s'est rien passé de bizarre. Mais là, Yantan câline le héros, qui lui demande ce qu'elle fabrique. Elle lui plante un baiser et se met à le renifler comme un chiot. Shen, rouge de honte, la supplie de se calmer, mais rien à faire. Elle lui attrape la main et commence à lui lécher le doigt. Oui, vous avez bien lu. Le cerveau de Shen bug. C'est une blague? Il remarque le livre céleste grand ouvert et se dit « Ok, reste naturel. » Elle se comporte comme un toutou. Shen réalise que c'est la cata, car il a planqué une tonne de trésors dans ce bouquin. Et pour protéger son butin, il a placé un sort qui lave le cerveau des curieux pour les changer en chiens. Shen comprend. Elle a maté le livre, il marmonne qu'il ne peut pas rester les bras croisés. Il soupire. Quel bordel. Il lui met une petite claque pour la réveiller. Yantan a de la veine que ce soit moi qui l'ai trouvé. Le sortilège d'interdiction capture l'âme d'un chien pour la mélanger à celle de l'humain. Et s'il tentait un sort classique pour briser le maléfice, elle finirait complètement écervelée. Shen plaque Yantan au sol, extrait l'âme canine et assure qu'elle redeviendra normale bientôt. Elle s'évanouit et Shen se dit, gérée comme un chef. Vu ce qu'elle a enduré, il estime que le livre céleste devrait lui offrir de beaux rêves. À son réveil, la malédiction aura disparu. Et puisqu'il l'a aidée,
Elle devra garder le secret. Shen se dit « Je dois foncer à la grotte du gourmet. En plus, il vaut mieux se tailler pendant qu'il dorme pour éviter les conversations gênantes. » Alors qu'il part, Yantan lui agrippe la chemise. Shen s'étonne. « T'es encore réveillé ?» Elle le regarde et lance. « Je te couvrirai, t'inquiète. » Les larmes aux yeux, Yantan murmure. « Je ne veux pas rester seul. » Dans un soupir, Shen se résigne à veiller à son chevet jusqu'à son réveil avant de s'éclipser. Contre toute attente, c'est Xiang qui émerge le premier, l'esprit embrumé, se demandant comment il a pu s'assoupir et où Shen a bien pu passer. Plus tard, une disciple de Shen interroge sa servante sur l'absence du maître, mais la jeune fille répond simplement. « Quand je suis arrivé, il avait déjà levé le camp. » L'autre femme s'insurge. « Impossible, je suis sa meilleure élève. Il ne partirait jamais sans me prévenir. » La servante explique alors qu'il a entendu parler d'une femme lui ayant sauvé la vie et tombé dans le coma. La disciple réplique. « Tu inventes ça pour te dédouaner. » Mais la domestique insiste. Shen est parti chercher un remède et l'a emmené avec lui pour la soigner. L'impératrice esquisse un sourire, amusée que Shen ait toujours un faible pour les demoiselles en détresse. Elle commence à se changer, déclarant qu'elle ira le ramener elle-même. Une de ses servantes tente de l'en dissuader. « Votre Majesté, vous ne pouvez pas faire ça. » Un simple regard glacial de l'impératrice suffit à la faire taire. « Oses-tu me dicter ma conduite ?» La servante tombe aussitôt à genoux pour implorer son pardon. Réfléchissant à la situation, elle soupire. « Les anciens de la rivière de sang deviennent trop puissants et recrutent au nord, je ne peux pas m'absenter. » À cet instant, l'une de ses générales se présente, prête à recevoir ses ordres. L'impératrice lui ordonne de récupérer Shen et de transmettre un message. Chun rassure, pas de stress. Kang Yuan n'est qu'une étape. De retour vers Shen, Yantan s'éveille et demande où elle se trouve. Shen agacé. La meuf sort. L'odeur est toujours là. Shen se demande si elle est encore en mode toutou. Elle sort un truc de sa tunique. C'est plus fort que moi. L'amulette est précieuse, mais la claquer sur Shen n'est pas du gaspillage tant qu'elle le retrouve. Shen se dit. Elle lâche rien, celle-là. Et craque. Il pulvérise le talisman. Mais Yantan le repère direct. Shen pensait l'avoir semé, parce qu'il est hors de question qu'il l'emmène à la grotte des gourmets, quoi qu'il arrive. Yantan chuchote, demandant s'il la déteste, et s'excuse pour le bordel qu'elle a mis à la conférence de Tianshu. Mais son envie de le sauver, quitte à y laisser sa peau, c'était du sérieux. Shen l'observe, hésitant, et lui rappelle que son temps est compté. Elle avait pourtant un dernier vœu avant de passer l'arme à gauche, expliquant qu'elle avait essayé 1 milliard de fois et qu'elle était désormais sûre que seul Shen pouvait la sortir de là. Elle lui dit de se marrer si ça lui chante, elle bossera à l'œil. Avant qu'il n'accepte, elle supplie le type de ne pas laisser tomber. Elle veut juste qu'il la traite comme un chien fidèle, et est prête à tout pour ça. Shen pousse un gros soupir et désactive son camouflage. Yantan est refaite parce que boum, il est vraiment là. Elle le remercie, promet d'arrêter les drames, demande s'il kiffe les chiens, et dit qu'il n'y a pas besoin du livre céleste. Il pourrait juste faire semblant. Mais le garçon reste muet vu qu'il a coupé le livre. Yantan pense que c'est gagné, qu'il est prêt à aider. Et là, bam, la fille se fait poignarder en plein cœur et s'écroule. Yantan panne rien à ce qui vient de se passer, se demandant pourquoi ça a tourné au vinaigre. Shen est tout aussi paumée. Elle papotait et d'un coup elle tombe dans les pommes. Mais le protagoniste remarque un truc louche en scrutant les environs. Shen sent l'embrouille. À ce moment précis, l'impératrice surgit devant le gamin. Shen demande si c'est Yonder. La fille réplique. « Pourquoi t'as pas tenu parole? Tu te dégonfles ?» Le garçon hésite. « C'est pas ça. » L'impératrice enchaîne. « T'aurais au moins pu envoyer un message. Ça méritait pas une pensée. » Mais le protagoniste tranche, Nan, sans intérêt. Et il balance une attaque sur l'impératrice. En voyant la fille, Shen capte que c'est pas Yanner. Et pouf, l'impératrice se change en esprit. Le mec l'avait vu venir. Juste un contretemps. Il explique que ce sont des esprits retardateurs qui bouffent les émotions des cultivateurs, utilisant des illusions pour leur retourner le cerveau jusqu'à l'épuisement total. Shen devine que Yantan, c'est ça qui l'a fait tomber dans les pommes. Mais attendez, la nuit c'est le terrain de jeu des esprits pour les illusions, non? Alors qu'est-ce qu'il fiche là en plein jour? En examinant la petite, le protagoniste grille direct que des entités essayent de la posséder. Ni une ni deux, Shen claque un moudra rapide et les spectres se volatilisent. Il y a quand même un malaise parce qu'elle reste totalement K. Oh. Il commence à flipper, se demandant si elle n'est pas déjà irrécupérable. On plonge ensuite dans le passé de Yantan. La gamine est là à chantonner, demandant à sa frangine si un faucon de cristal lui ferait plaisir. Sauf que quand elle se retourne, il y a personne, juste un monceau de cadavres. Yantan soupire, désabusé. À quoi bon? Elle a toujours roulé sa bosse en solo, persuadée que le monde entier veut sa peau.
À force d'esquiver les chasseurs, elle se demande combien de temps elle va tenir. C'est là qu'une femme l'interpelle en l'appelant disciple. Yantan tique, se demandant si elle a oublié d'éliminer un témoin, et lui demande c'est quoi son délire. La dame se lève tranquillement et lui dit de se détendre un coup. Elle balance son CV. C'est une ponte de la secte Swanji. Il y a une éternité, on lui a ordonné de tracer vers l'ouest pour dénicher l'élève qui lui était destiné. La fille réplique avec un sarcasme mordant. « Ah ouais, je peux t'appeler maître ? Et t'es prête à tout me donner ? Alors donne-moi ta vie. » Elle la poignarde sans hésiter, expliquant qu'elle connaît la chanson. Les types qui parlent de disciples veulent juste la traîner dans une boutique d'élixir pour en faire des ingrédients. Dès que les cultivateurs ont compris qu'elle était un catalyseur vivant pour l'alchimie, c'était l'anarchie. Plus aucune règle ne tenait. Retour au présent. Yantan s'indigne. Pourquoi il ne me lâche pas la grappe? Mais ses forces l'abandonnent déjà. Son énergie spirituelle est totalement siphonnée. Elle sent que la fin de partie approche. Sans famille ni alliés, elle s'apprête à tirer sa révérence, se justifiant d'avoir éliminé des ordures par pure survie, tout en suppliant le ciel pour une existence banale. Soudain, une voix surgit dans son dos. À quoi bon attendre la prochaine vie? En se retournant, Yantan voit que la dame tient encore debout et affirme pouvoir régler ça ici et maintenant, à condition que le maître transfère son énergie pour la sauver. La petite fond en larmes, demandant si elle a vraiment le droit de vivre. L'autre confirme, affirmatif. Et mieux encore, une belle vie l'attend désormais. Plus tard, le maître disparaît. Yantan ne panique pas. T'inquiète, c'est à mon tour de renvoyer l'ascenseur. Il lui suffit de dénicher quelqu'un avec un corps sacré pour une petite séance de cultivation en duo. Retour à la réalité. Shen analyse la situation. L'entité la dévore de l'intérieur. Elle ne tiendra pas longtemps, il doit agir en vitesse. Une armée de clones de l'impératrice débarque alors, se jetant au cou du héros pour l'inviter à s'amuser, lui demandant de choisir son côté préféré. Ni une ni deux, Shen dégaine un sortilège pour refroidir l'ambiance et calmer les esprits. Un spectre fait de la résistance, complimentant la vigueur du gamin et insinuant que Yanner avait un faible pour ce genre de jeu. L'esprit l'écrase du pied en mode dominatrice. Les filles aiment commander, alors reste sagement à ta place comme un bon toutou. Coup de théâtre, une chaleur intense traverse son ventre. Elle demande ce qu'il fabrique en lui tenant le pied. Shen rétorque qu'elle ignore tous des points vitaux. Une pression sur un point d'acupuncture déclenche une sensation fulgurante. L'impératrice perd tous ses moyens et exige qu'il la relâche. Le héros charge son attaque ultime, déclarant que pour la vaincre, il doit transcender ses pulsions humaines et se focaliser sur son objectif, quitte à surcharger ses sens. Elle révèle sa vraie nature monstrueuse. Si Shen la laisse filer, ce sera un carnage parmi les innocents. Paniqué, l'esprit tente le bluff en jurant être la vraie Yanner, jouant la carte de la victime face à sa cruauté. Mais le gars la coupe net. Ce nom n'a même pas le droit de franchir ses lèvres. Yanner a été abandonné après s'être sacrifié pour la secte, endurant le poison qui rongeait ses os pendant un mois entier, sans verser une larme. Pire, elle culpabilisait pour ses cadettes restées dans l'ombre, s'en voulant de ne pas avoir été à la hauteur de leurs espérances. Comment Yanner pourrait-elle manipuler les gens par caprice? Toi, tu n'es qu'une coquille vide guidée par le vice, volant des souvenirs pour rabaisser les autres. Ça te donne l'impression d'être puissante? Et bam, il frappe pile là où l'illusion se brise, révélant la supercherie. Voyant Yantan inerte au sol, l'entité se dit qu'elle peut squatter ce corps pour repartir de zéro vu que la petite est encore dans les vêpes. Pas de bol, elle se fait découper en deux instantanément. Et ce n'est pas l'œuvre de notre héros. À la place du spectre, une épée est plantée là. Une silhouette mystérieuse émerge. C'est l'émissaire que l'impératrice avait envoyé plus tôt. La légende raconte qu'un coup de pied immortel à l'ouest du continent Kangwan a créé une technique secrète où deux cultivateurs avalent une pierre mystique pour sacrifier leurs âmes naissantes au monde extérieur. Grâce à la bénédiction de la formation sanguine, le duo peut communiquer librement et partager ses niveaux de puissance et ses histoires. Le créateur a baptisé cette technique l'interlude psychique. La femme souligne qu'il n'a pas oublié Yanner. Shen précise que son âme naissante était une chose rouge rarissime, vue une fois tous les 10 000 ans. Elle le taquine, demandant pourquoi il reculait, trop occupé à s'éclater avec le spectre pour rentrer en ville. Le héros rougit, demandant si elle a tout vu. La fille confirme avec aplomb qu'elle a profité du spectacle du début à la fin. En plus, Yanner était déjà au courant. Elle demande si le héros cherchait des remèdes pour Yantan au lieu de rentrer. Shen est complètement paumé, il ne capte rien. Le garçon déballe tout à la guerrière, pensant que un fille était venu lui transmettre un avertissement de Yanner. Interdiction d'aller voir ailleurs. La fille rétorque que même si Yanner a mal compris, pourquoi Yantan le collerait autant? Shen évoque une raison cachée, un besoin d'aide urgent. En repensant aux mots du héros, elle réalise qu'il ne la voyait pas comme une femme.
Shen avoue son impuissance face à la situation. Pourtant, quand le spectre la malmenait, la fille l'a appelé « maître », demandant si Chun pense que Yanner est du genre à ignorer les problèmes des autres. Silence Radio. La fille se remémore l'époque où Yanner assurait ses arrières et qu'elle ne doit pas s'en faire pour ça, ajoutant qu'aujourd'hui elle est le démon suprême, une combattante redoutée. Shen balaie ça d'un revers de main. N'importe quoi. Si c'était vrai, Yantan aurait cassé sa pipe depuis des lustres. En plus, cette fille n'a pas un mauvais fond. Elle a dû en baver pendant un siècle. Mais maintenant que Shen est de retour, elle est libre. Même si le monde explose, il sera là pour l'aider. Toute gênée, Chun finit par comprendre le message. Puisque son maître était dans les parages, elle pouvait relâcher la pression et lui conseilla de rentrer en ville illico une fois l'affaire bouclée. Et s'il lui prenait l'envie de recommencer, il s'occuperait personnellement de lui arracher les jambes. À cet instant précis, une aura apaisante enveloppa son esprit. Yanner lui avait pardonné. Mais une fois de retour en ville, elle ne le lâcherait pas d'une semelle. Voyant que la petite ne s'était pas encore réveillée, Shen voulut s'approcher pour vérifier son état. Mais Chun l'arrêta net, insistant pour gérer ça elle-même. Sans hésiter, elle déchira les vêtements de la patiente pour ausculter son cœur. Shen devint rouge pivoine en voyant Chun chevaucher Yanner. On lui avait appris à ne pas mater ce genre d'examen, alors il préféra s'éclipser vers la forêt. Avec Chun aux commandes, la gamine était entre de bonnes mains. Le moment idéal pour aller enfin explorer la grotte Fud. Soudain, la guerrière lui balança une épée en pleine figure, précisant que s'il trouvait la scène indécente, il n'avait qu'à fermer les mirettes. Par contre, interdiction formelle de quitter son champ de vision. Ordre de l'impératrice. Shen la dévisagea, se demandant pourquoi elle était aussi rigide. Il accepta ces conditions avant de s'enquérir de l'état de santé de sa protégée. Chun expliqua que des esprits malins avaient perturbé son noyau spirituel. C'était critique, et la seule solution exigeait d'abord que la fille reprenne conscience. Shen craignait des séquelles physiques, se demandant si c'était une thérapie moderne, jusqu'à ce qu'il remarque que Chun s'était dévêtue. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule pour voir sa réaction. Pendant qu'elle s'activait, Shen, totalement paniqué, se répétait en boucle de ne surtout pas regarder. Les heures filèrent, et le crépuscule tomba. Shen acheva le rituel, assurant que le réveil était imminent. Shen put enfin souffler un coup. En le fixant, elle remarqua son épuisement et admit qu'il avait assuré le boulot. Voyant ses traits tirés, Chun l'interrogea. Shen arbora un sourire en coin, surpris qu'elle n'ait toujours rien capté. Puisque ces spectres avaient osé toucher à Yanner, ils comptaient raser leur repère. Dommage, l'impératrice avait déjà envoyé des renforts. Il mentionna son hospitalité et la nourriture offerte. Mais Chun lui rappela sèchement qu'elle pratiquait le jeûne depuis 3 ans. Shen tenta 1000 ruses pour s'éclipser, ce qui l'agaça prodigieusement. À bout d'arguments, il prétexta une urgence naturelle, la grosse commission. La femme lui jeta un bâton en lui disant de se soulager sur place. Shen, dépité, lâcha l'affaire. Laisse tomber. Chun précisa que l'énergie vitale de la fille était touchée et que ce soin n'était que temporaire. Il fallait un élixir, mais vu l'heure tardive, inutile de partir en chasse. De toute façon, elle était vidée et suggéra de camper là. Shen lui proposa de se reposer. Il montrait la garde. À peine eut-il fini sa phrase que la guerrière s'effondra de sommeil. Shen s'excusa d'avoir pressé son point de sommeil pour la forcer à récupérer. Il disparut ensuite, ignorant que ses 2 compagnes ne dormaient pas vraiment. On retrouve Yanner en train de se brosser les cheveux. Elle se disait que Shen était un type bien, toujours prêt à aider. Mais là, quelque chose clochait. Elle décida de garder ses distances pour vérifier s'il était vraiment là pour aider. Retour au présent, Yantan se réveille et voyant les cheveux d'argent et les oreilles animales, reconnaît immédiatement le général de l'impératrice. Résolue à suivre Shen coûte que coûte, elle tenta de se lever avant de réaliser avec horreur que sa tenue était en lambeaux. Elle paniqua, se demandant ce qui s'était passé pendant son inconscience. Chun la calma. Elle avait été sous l'emprise d'un sortilège, d'où l'état de ses habits. Le choc fut rude quand les souvenirs de ses actes lui revinrent en mémoire. Dire qu'après toutes ces manigances, elle avait fini marionnette d'un esprit. Si elle était en vie, c'était grâce à Shen. Elle voulut partir, mais Chun lui ordonna de rester. Yan insista pour rejoindre son sauveur et le remercier d'avoir risqué sa peau. Chun, furieuse, se moqua de cette soudaine valorisation de l'amitié. Yan, confuse, rétorqua que seule une personne sans honneur ne paierait pas ses dettes de gratitude. Chun la coupa. C'était elle qui l'avait sauvée. Alors elle n'avait qu'à la payer de son corps. La jeune fille déchanta, voyant son fantasme s'effondrer. Chun tira son épée et lança un saut sur Yantan, lui rappelant qu'elle n'était pas de taille face à l'impératrice. Elle n'était qu'une parmi des millions, incapable de rivaliser. Elle devait rester sagement ici, protégée par le sort. En s'éloignant, Chun s'interrogea sur l'obsession de sa maîtresse pour le protagoniste, se remémorant son propre passé auprès de la souveraine.
Alors qu'elle devenait sentimentale, elle jeta un œil sur le côté. La gamine la suivait toujours. Elle lui demanda si son sortilège était défectueux. Yantan répondit avec nonchalance qu'elle avait ses propres astuces, donc pas de stress. Chun comprit qu'elle l'avait sous-estimé et qu'il allait falloir sortir le grand jeu. Pendant ce temps, notre héros se tenait enfin devant l'imposante entrée de la grotte Fude, se remémorant des instants avec son disciple. Il revit la petite capturer un mille-pattes mystique, une créature qui ne prospère que dans les lieux saturés d'énergie spirituelle. Lian lui avait demandé pourquoi s'embêter à créer un lieu pour concocter des élixirs alors qu'un cultivateur devrait simplement méditer. Shen lui avait donné raison avant de la questionner. Se souvenait-elle pourquoi il avait fondé sa secte? Était-ce pour offrir un paradis aux démunis? Il confirma que c'était son rêve, car avoir des super-pouvoirs ne suffisait pas. La véritable force servait à aider le monde. C'est pile ce jour-là que Lian a déniché l'endroit rêvé pour concocter ses remèdes miracles et sauver un max de monde. Lian était en mode t'inquiète pas. Elle avait bien l'intention de métamorphoser ce coin paumé en véritable petit paradis. Retour au présent. Shen est pris d'une vague de nostalgie en réalisant que Lan est devenue une vraie patronne. Il se rappelle aussi que les deux autres faisaient semblant de dormir, sûrement pour pister son leurre. Du coup, il peut remercier Sean de lui avoir mis le nez sur ses erreurs. Notre héros trouve ça moyen, mais bon, chaque chose en son temps. Il gérera la réconciliation plus tard. Pour l'instant, faut juste espérer qu'elle ne rattrape pas son double trop vite. On retourne voir notre duo de choc. Yantan a pris une pause super équivoque, ce qui met Chun mal à l'aise, lui demandant ce qu'elle fabrique. Mais l'autre lui fait signe de la boucler. Sean lui demande si elle a lâché Shen, trouvant dommage que Yanner le prenne encore pour un gentleman. Yantan répond qu'elle a capté le truc, vu qu'il était littéralement en train de remercier un arbre. La femme se dit qu'elle ne peut pas raconter ça à Yanner sans lui brûler les tympans. En voyant la fille à moitié dénudée, Chun tente de la freiner. Mais Yantan rétorque qu'elle ira en enfer de toute façon, alors autant assouvir ses pulsions maintenant. De son côté, notre protagoniste se demande bien qui est en train de casser du sucre sur son dos. En jetant un œil aux alentours, Shen repère un esprit du vent. Ces petites bêtes-là ne se pointent que là où l'énergie spirituelle est folle, preuve qu'elle a assuré grave. Sauf qu'en entrant dans la grotte, il tombe nez à nez avec une bestiole flippante. Le pauvre est paumé. Il s'attendait à trouver un édin. Pas un cauchemar. Ni une ni deux, le monstre tente de lui sauter à la gorge. Le gars ne cligne même pas des yeux et découpe la créature en tranches. Ensuite, il explose le sol d'un coup de poing, dévoilant un lieu mystérieux. Shen balance alors une pique, demandant si elle a fini d'analyser l'esprit. Il avait grillé que c'était Lian depuis le début. Shenchi est tout excité de le revoir après tout ce temps et demande si elle lui a fichu la trouille. Mais notre héros répond que les monstres n'étaient que des illusions et qu'elle a sacrément progressé. La jeune femme admet qu'avec lui, c'est impossible de tricher, il la connaît par cœur. Il lui demande ensuite pourquoi elle se planquait de sa sœur aînée, et surtout, pourquoi elle se balade sous cette forme. Lan lâche la bombe. Son âme n'est pas sortie toute seule, elle est morte, point barre. Le visage du héros s'assombrit direct, et il exige de savoir qui a osé lui faire ça. Lian lui dit de se calmer, expliquant que c'est elle qui a tout orchestré. Elle lui raconte qu'en son absence, plein de vautours tournaient autour de la secte, manquant de peu de les anéantir encore une fois. Mais avec Yanner, elles se sont rappelées, chacune de ses leçons. En suivant ses conseils à la lettre, elles ont gagné en puissance et ont géré la crise comme des chefs. Une fois le calme revenu, il a fallu donner un nouveau nom à la secte. Malgré tout, dans les souvenirs de Lian, Yanner assurait que tous les gêneurs avaient été réglés et qu'il ne restait plus qu'à patienter jusqu'au retour de Shen. Elle ne comprenait pas pourquoi l'autre voulait mettre les voiles. Luyan expliquait qu'elles étaient trop bridées, incapables de vivre comme elle l'entendait. À ce rythme-là, elle se finirait vieille sans avoir rien vécu. La fille prend alors la main de Yanner pour la rassurer, lui disant que tout est sous contrôle. La gestion de la secte ne repose pas que sur ses épaules, faut pas qu'elle stresse. Elle ajoute en rigolant que quand elle sera vieille, Lian sera la chouchoute du maître, et demande si ça lui plairait. En s'éloignant, elle s'excuse et lâche le morceau. Tout ça n'était pas un hasard, quelqu'un avait tout planifié depuis le début. Et si jamais elle découvre qui c'est, elle fera tout pour les stopper. Allez, c'est dit. Elle en avait marre qu'on la regarde comme ça. Elle se demandait si son maître captait vraiment l'enjeu. Dans cette époque de Ding, c'était sa seule famille. Après cette bataille d'anthologie, elle s'est tirée avec le fœtus spirituel, a placé un leurre et a bâti la cité de Tianshu, attendant sagement son retour pendant que Zhang Kong se la coulait douce. Franchement, Shenzal t'a assuré. Zéro stress. Une nouvelle sculpture t'attend, avec une base en béton pour toi. Elle a utilisé son propre noyau mental, rien que ça, comme si c'était un détail. Lian passe de la pommade à son maître, mais avoue que c'est plus chaud que prévu. Elle est quand même au stade vie et mort, ce qui laisse notre héros sur le cul. Elle l'a dépassé pendant que son corps se sanctifiait.
Tout tournait autour de ça. Cultivation. Elle se disait juste au niveau dieu sculpteur et cherchait un rival à sa taille. Même Lian, au stade vie et mort, ne faisait pas le poids. La fille précise que quand elle a vérifié, il était au niveau de la 4e tribulation. Et même après. S'être barré avec le fœtus spirituel pour essayer de se booster, ça n'a pas suffi. Elle lui demande s'il vient tout juste de sortir de sa cachette. Shen la regarde genre « Tu penses vraiment que je vais perdre ?» Lian sourit. « Je savais que tu jouerais le tout pour le tout. Je me demandais juste si tu allais les humilier. » Et là, paf, elle laisse tomber une goutte de son essence, laissant le mec en mode « c'est quoi ce délire ?» La fille explique « C'est pour ça que je suis resté. C'est un fœtus créé avec tout ce que j'ai pu récolter. » Shen hallucine. « T'es sérieuse? Une pilule aussi puissante? Elle aurait dû la garder pour elle. Dire qu'elle a fait ça avec son propre fœtus spirituel. » La fille éclate de rire, disant que son maître s'y attendait. Shen commence à décoller, lui disant de rester tranquille et de ne pas s'en faire pour la séparation, il revient vite. Mais d'un coup, bam, une main lui transperce le torse. Lian balance. « J'ai trouvé une ouverture. Je t'ai eu enfin. » Elle commence à lancer un sort sur le héros, avant de capter qu'elle vient d'attaquer son fœtus spirituel. Le héros ne se laisse pas faire. Retire ce que tu viens de dire. Mais la fille glaciale réplique. « Passe le bonjour à Yanner de ma part. » Après tout, ils étaient comme une famille pour Lian, avant que son esprit ne finisse en miettes. Shen réalise alors que Lian a protégé la grotte Fud toute seule, pendant une éternité, véritable gardienne solitaire. Il avait profité de sa chance sans jamais lui demander de se surpasser. Devant un arbre mystique, Shen s'éloigne en murmurant une promesse. « Désolé, je reviendrai. » Le livre céleste possède le pouvoir de renforcer les âmes. S'il y scellait celle de Lian, elle ne risquerait pas de se disperser dans le néant. Le souvenir de Lian, grande amoureuse de voyage, le hante. Pourquoi n'avons-nous jamais pris le temps de nous promener? De retour près des deux filles, elles ressentent l'aura écrasante du héros et se demandent ce qui se trame. Soudain, le clone de Shen explose dans un vacarme assourdissant. Chun dégaine son épée par réflexe, sentant une énergie colossale foncer droit sur elle. Voyant Yantan à terre, elle l'interroge du regard, l'air de dire « Qu'est-ce qui t'arrive ?» La fille pense que son noyau ne réagit ainsi qu'en présence d'une essence sacrée. C'est sa chance. Chun la titille. « T'as l'air bizarre. Ton traitement a échoué ou quoi ?» Cette remarque laisse Yantan pétrifiée, elle qui se faisait du souci pour rien. Repensant à son maître, elle refuse d'abandonner et piège la femme avec sa magie. Son but, c'est Shen. Ce type possède un corps sanctifié rarissime, du jamais vu depuis un siècle. Avec ça, elle pourrait enfin booster l'alchimie interne de son maître et prolonger sa vie, non? Chun brise ses illusions. « Tu ne pensais quand même pas me vaincre, si ?» Elle ajoute qu'en jouant la carte de la docilité, et en la laissant gérer les affaires de Yanner, elle aurait être fermé les yeux. Elle se demande si c'est son maître qui lui a appris à lancer de tels pics. Piqué au vif, Yantan s'écrie « Retire ça tout de suite. Mon incompétence ne regarde que moi. Laisse mon maître en dehors de ça. » Elle relance sa magie pour piéger son adversaire. Chun examine sa poitrine et y découvre un sceau complexe. Aucune idée de ce que c'est. Yantan l'a apposé sur les filles. Ce genre de formation nécessite une rotation spécifique pour être brisé, un exploit réservé aux experts du royaume vie et mort. Chun comprend enfin. Tout ça faisait partie de ton plan depuis le début. Je ne lui ai jamais menti, rétorque la fille. C'est une battante qui a dû bricoler ses propres techniques, apprenant sur le tas sans véritable mentor pour la guider. Elle se demande s'il la croyait incapable de tout risquer pour offrir une porte de sortie à son maître. Elle était prête à tout, quitte à employer des méthodes douteuses, pourvu que son maître soit en sécurité. Soudain, une statue surgit de nulle part, prétendant être l'esprit des lieux. Yantan sursaute. « Waouh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ces statues et les noyaux offerts? De pâles copies de bêtes spirituelles. » Mais l'esprit lui propose un marché. Son corps en paiement pour protéger son cœur. Il mentionne sentir une tonne d'ingrédients sur elle, et compte bien les récupérer. Yantan en reste bouche bée. C'est alors qu'une silhouette intervient pour calmer le jeu. Et devinez qui c'est. Le protagoniste, qui soigne son entrée comme toujours. Yantan, confuse, demande « Qu'est-ce que tu fabriques ?» Le héros la rembarre direct. « C'est pas à toi que je cause. » Le type est à court d'idées. La silhouette derrière elle, un souvenir d'une certaine Luolo. Sérieux, qui invente ces noms? C'est sûrement elle la cause de tout ce bazar. Le monstre croise alors le regard de Yan, un expert du royaume vie et mort, qui a détecté sa présence. Les ingrédients, c'est lui qu'ils veulent. Yoshen est sous le choc. Bam! Il décoche une droite au Bouddha géant, prêt à en finir. Le Bouddha riposte. Le combat est d'une intensité folle. Yan observe, incrédule. Ce gamin est vraiment en train d'amocher la projection d'une telle entité. Yashen hurle.
T'as fait du mal à Luo? Le Bouddha reste muet et continue l'assaut. Il déploie sa puissance avec une attaque spéciale à 2 mains. L'ennemi ricane. Même si Yashen a percé les secrets de la vie et de la mort, il reste un simple mortel. Il doit tout de même admettre que Yashen est costaud pour lui avoir abîmé le portrait. Soudain, le héros déchiquette les mains du Bouddha avec sa seule aura. On dirait qu'il a activé les codes de triche. Il exige le vrai corps. Quiconque touche à mes disciples le paiera cher. Yan balance une autre attaque dévastatrice, et boum, tout explose. Une orbe noire s'échappe du chaos, mais le héros l'intercepte au vol. L'esprit faiblit, se rappelant avoir écrasé un insecte similaire par le passé. Ce type venait de la première classe de tribulation, et s'est fait tellement démolir que même en tant que fœtus spirituel, il ne s'en remettra jamais. C'est compliqué ces histoires de classe, mais bref. Le monstre prédit un avenir tout aussi sombre au héros. Yishin, agacé, l'écrase sans pitié. L'esprit lâche une dernière pique, de bien grands mots pour un mort en sursis. Pendant ce temps, Yantan est juste là, spectatrice du désastre. Plus tard, Chun s'interroge. C'est quoi le délire? Après tout ça, tu la laisses filer? Yantan était manipulée par l'ennemi, et ses choix n'ont jamais été très nets. Elle mériterait au moins un interrogatoire. Yashen la fixe et l'interroge sur son lien avec le grand Devin, ne sentant plus le Bouddha en elle. Il détecte des traces de ce fameux Devin et les filles sont sidérées. Comment connaît-il le nom de son maître? Là, ça devient vraiment dingue. Chun est surprise. Ce type bizarre serait son maître, parce que l'homme devant elle n'est autre que Sa Majesté, le maître de l'impératrice. Le cerveau de Yantan explose. Elle réalise que ce gars est le créateur de son propre maître, le seigneur légendaire suprême. C'est quoi ce retournement de situation? Elle s'imaginait un vieux grincheux, mais le héros est jeune. Yashen analyse. Si le devin t'a donné la vie, ton espérance reste celle d'un mortel. Il demande si c'est aussi à cause du Bouddha. Elle répond que non, c'est le prix à payer pour avoir offert une chance à cet idiot. Si son maître ne lui avait pas légué son énergie, elle aurait réussi bien plus qu'une simple évasion. Au moment où son énergie spirituelle a bugué, elle s'est fait coincer. Et ce Bouddha lui a piqué son titre de voyante maudite l'air de rien. Je t'avais dit que ses cours étaient bidons. Alors, il l'a forcé à prédire toutes ses apparitions sur le continent. Et comme son maître était en mode non, sans façon, cette ordure a utilisé des sortilèges pour la verrouiller complètement. Une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, il l'a obligé à rassembler des pilules de raffinement millénaires, vieilles de 1000 ans, pour se forger un corps physique. Ça a totalement détruit son maître. Et maintenant le pauvre gars est coincé entre la vie et la mort. Elle n'a pas eu d'autre choix que d'obéir. Mais même là, il change les règles sans arrêt, torturant son maître pour la garder sous sa coupe. Pour l'instant, la créature a accumulé 500 ans, et si elle mettait la main sur un certain corps yang, elle toucherait au but. Mais mec, le Bouddha est à un autre niveau, impossible à voir venir. En un claquement de doigts, il a coupé ses liens, et maintenant, elle ne trouve plus son maître. En entendant toute l'histoire, le héros l'ouvre enfin, et lui dit d'arrêter de chialer parce qu'il a plus d'un tour dans son sac. Waouh! Il passe à la vitesse supérieure. Un peu plus tard, Luan Yaner demande s'ils font un détour, parce qu'elle veut récupérer Chun au plus vite. Elle est curieuse de savoir pourquoi il glande dans le sud pendant 3 jours de plus. La fille explique que le cultivateur veut vraiment sauver son maître, preuves à l'appui. Mais la route est longue, et son maître est épuisé. Il a juste besoin d'un somme. En plus, elle a cramé toute son énergie pour cette gamine. Et si elle essaie de lire dans son esprit maintenant, elle a peur de bousiller son propre corps. Luaner demande si elle a un pépin parce qu'elle a grillé toute sa cultivation, et propose d'y aller elle-même. Peu importe la distance de la frontière sud, elle devrait être de retour en une demi-journée avec des talismans pour la faire parler. Ensuite, Jun mentionne que le protagoniste a parlé d'une fleur rare appelée Bian à la frontière sud. Un truc rouge vif et super joli. Elle pousse sous terre dans l'abysse de Long Yuan, et même si c'est une galère à choper, c'est pile ce qu'il lui faut. En plus, ça claque pour une déco de mariage. En entendant ça, Luan Yaner se demande si Yashan a vraiment sorti un truc pareil. Un peu plus tard, la nuit tombe et Jun déprime, parce qu'elle avait juré de ne pas mentir à son maître, mais n'a pas pu tenir sa promesse. Juste à ce moment, l'ancien de la rivière de sang surveille la ville extérieure de la secte Wuji, donc faut pas l'accabler. Elle laisse le reste à Yaen qui prétend avoir un plan. Juste après, notre héros explique qu'il a compris pourquoi lors de la dernière bataille, il a pompé son chi dans sa projection, empêchant Yantan de se planquer. Là-dessus, Zun demande si ce machin ne fait pas partie des 5 éléments, car ce nom désigne quelqu'un sans esprit, ni ego, ni désir. Sur le continent de Kang Yuan, même le cultivateur le plus balèze devrait abandonner son corps avant d'atteindre cet état. Il a transcendé les 5 éléments parce que quelqu'un a parié que le Bouddha utiliserait un atout. Il a donc compris que le chi peut être éveillé par ceux qui frôlent la mort. Ensuite,
Yashen lui dit de se détendre. Soudain, un fil jaune commence à sortir de Shun. Surprise, elle se demande si ce fil doré est son énergie. Yantan subit la même chose. Et mec, cette scène est un peu bizarre, non? Une fois le boulot fini, le protagoniste dit que l'énergie d'un cultivateur est liée aux 5 éléments et qu'il a modifié son flux. Résultat, ça entre en conflit. Après l'arrêt, les 5 éléments peuvent retrouver leur calme. J'avoue, je suis paumé là. En entendant ça, les deux sont sur le cul. Le gamin peut littéralement changer la direction de l'énergie en plein combat. Yantan tente quand même de riposter, se disant qu'il n'y a pas de temps à perdre, voulant lancer les hostilités tout de suite, car plus ils attendent, plus son maître morfle. Après avoir dit qu'elle ouvrirait la marche, le protagoniste l'arrête cependant car il y a un truc plus urgent à régler. Quelques minutes plus tard, dans un endroit magnifique, le Bouddha tout de blanc vêtu était là. Il a dit que Yashen essayait de jouer au chef, mais qu'il ne devait pas crier victoire. Pour sauver son maître, Yantan va devoir pratiquer la cultivation avec cet idiot. Même comme ça, elle ne fera que retarder l'inévitable. Soudain, le Bouddha entend un bruit, et mec, le protagoniste était là. Hi, maintenant ça devient sérieux. Le gamin se met à vanner l'esprit en disant qu'il pue terriblement. Et pendant ce temps, le Bouddha tout choqué se demande comment il peut être aussi rapide alors qu'il n'est qu'au premier stade de tribulation. En s'approchant, il lui demande pourquoi il ne veut pas traîner avec lui. Après tout, rejoindre sa bande, c'est quand même mieux que de rester un petit cultivateur minable. En entendant ça, Yan répond qu'il y a déjà réfléchi. Et comme dit le proverbe, mieux vaut enterrer la hache de guerre que de se faire de nouveaux ennemis. En plus, il a besoin d'un autre disciple. Et si le Bouddha se prosterne quelquefois devant lui, il pourrait l'accepter. L'esprit pète un câble et charge le héros. Mais le gamin est solide, hein? Il esquive tous les coups. Peu après, le monstre change d'avis. Il va finalement avaler le héros une nouvelle fois. Mec, regarde la taille de la gueule de cette vieille créature. Le héros, lui, reste zen et observe, se demandant si ces deux-là ont un problème. Puis retour en arrière. Yantan demandait ce qui était plus important que de sauver son maître. Notre héros explique que le Bouddha a filé là-bas pour faire main basse sur l'élixir de jouvence. Il espérait qu'elle soit dans les parages, car si la gamine mettait la main sur la potion, le Bouddha ferait d'une pierre 2 coups, s'offrant le temps de ressusciter. Face à ces révélations, Shan demande quelle est la marche à suivre, ce à quoi Yashin répond qu'il faut créer une diversion. Une fois sur place, ils se sépareront en 2 groupes. Le duo se chargera de libérer le maître de Yantan, tandis qu'il affrontera le Bouddha en personne. Cela dit, il risque de courir un plus grand danger que lui, car il a perturbé leur flux d'énergie vitale, les empêchant d'utiliser la moindre magie. La seule variable qui changera, c'est le temps nécessaire pour mener le sauvetage à bien. Yantan ajoute que l'espoir de survie dans une telle situation relève aussi du coup de poker. Malgré tout, elle est déterminée à tenter le coup pour arracher son maître aux griffes de la mort. Shan reste silencieux, tandis que Yashin confirme que tout est prêt. En leur remettant l'objet, il précise qu'une fois la mission accomplie, ils devront le faire exploser pour mettre fin au combat, après quoi il les rejoindra. Peu après, alors que le duo pataugeait dans la boue, Shan est stupéfaite de voir un talisman briller avec autant d'intensité sans incantation supplémentaire. Elle demande si elle est certaine qu'ils ne font pas fausse route, car lorsqu'elle avait pénétré dans la zone au-delà des 5 éléments, elle avait vu le Bouddha dans une contrée immaculée. La jeune fille rétorque qu'elle a arpenté ces lieux maintes fois, et que ce paysage blanc n'est qu'une illusion générée par la bête, pas différente de ce bourbier. Soudain, elle repère quelque chose. Juste devant elle se dresse littéralement un œil gigantesque. Cette monstruosité, appelée Tongtian, a été placée là par le Bouddha. Si quelqu'un s'approche à moins de 15 pieds, il est instantanément pulvérisé, mon vieux. La créature est terrifiante, non? Et pour couronner le tout, son maître est retenu juste derrière cette horreur. En écoutant cela, Shan se dit qu'à en juger par son apparence, ce truc doit avoir un champ de vision mortel. Même sans sa bénédiction magique, sa vitesse devrait suffire pour l'abattre, mais cela risquerait d'alerter le Bouddha et d'interrompre le démon suprême. Brusquement, Yantan lance un compte à rebours et les deux se mettent à sprinter. La jeune fille précise que bien que cette chose ait une vision perçante, elle a une faille fatale. Toutes les 30 respirations, elle ferme les yeux pour se reposer. On se demande comment ils ont découvert ça, hein? Il y a une porte droit devant par laquelle ils doivent passer, en n'oubliant surtout pas de fermer les yeux sous peine de finir aveugle. Pendant ce temps, Shan observe la scène, se demandant si la gamine a toujours été comme ça, esquivant les pièges et mémorisant chaque astuce juste pour sauver son maître. Elle se demande si elle pourrait tenir le coup et garder une telle assurance aussi longtemps. Tirant son épée, la fille brise le seau, faisant apparaître son maître. La jeune fille, submergée par l'émotion, pense que le Bouddha est fou de croire que personne ne traverserait le labyrinthe, d'où l'absence de défense ici.
Il leur suffirait de couper les chaînes de son maître pour la libérer. Mais soudain, Shan remarque un détail troublant. La prophétesse porte l'odeur d'un fil brise, âme, une mécanique spirituelle complexe à déjouer. Ce lien est connecté à l'hôte. Si le fil est rompu, le réceptacle mourra également. En entendant cela, Yantan se remémore tous les instants passés avec son maître. La pauvre enfant. S'effondrant de désespoir, elle demande si elle ne pourra jamais la sauver. Shan lui dit d'arrêter ses bêtises, car le chef les a fait venir ensemble pour une raison. Lui tendant une pierre, il explique qu'il s'agit d'un talisman de résurrection. Le nom est assez explicite. Ouais. Shen avait tout prévu depuis des lustres, sachant qu'elle gardait cet objet épique en réserve. Les fils brise, âmes ont leur propre conscience, et ne raisonnent qu'avec l'invocateur. Enroule juste tes cheveux autour de l'amulette, et boum, c'est réglé. Pendant ce temps, le Bouddha est en pleine mêlée, réalisant que quelque chose cloche. Notre héros balance un coup de poing, en demandant pourquoi le Bouddha a l'air absent, mais l'esprit répond « Tu piges pas, mec. Ici, t'es rien. » Puis bam, il se transforme en une bête à 3 têtes et charge. La créature entend soudain une voix demandant ce qu'elle a fait. Yashen réplique « Demande pas ce que j'ai fait. Demande plutôt ce que je vais faire, parce que je vais te démolir. » L'esprit devient encore plus hideux, prétendant déborder d'énergie yang. Il a un talent fou, et doit juste trouver comment le dévorer. La créature tente de mordre notre héros, mais sans succès. Le Bouddha affirme que même s'il est au sommet, il se fera déchiqueter, mais il ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à mordre. Yashen est derrière, tout sourire, demandant si c'est un massage. Genre, ça va le jeune? Il ne force même pas, comparant ça à une piqûre d'insecte. Il étend le monstre. Complètement amoché, la créature demande si son corps est béni, et notre héros répond « Jaloux, détends-toi ». Une surprise arrive, lançant une nouvelle attaque énergétique. Le Bouddha est paumé, et Yashen lance. C'est un corps physique. C'est pas ce que tu voulais? Soudain, l'entité se brise, en demandant quel est ce pouvoir, car Yishen peut littéralement façonner un corps de ses mains. Terrifiée, elle pense qu'il faut fuir. Mais Yen n'a pas l'intention de laisser passer ça. Déployant son aura, il prévient que le destin n'en a pas fini. L'esprit immobilisé, il lui attrape un bras en demandant s'il est content d'avoir un corps maintenant. L'ambiance reste lourde, et Yashen se demande pourquoi tout le monde a l'air si désespéré. On n'est pas dans une cour de récréation ici. Il décide de couper court aux discussions inutiles. Conscient que la créature en face est dans un état lamentable, il décide de jouer au chirurgien improvisé, car il y a un sacré chantier de réparation en perspective. C'est un véritable carnage. Nos héros s'acharnent sur la bête jusqu'à la réduire à l'état de moignon informe, comme une brique de construction mal démoulée. Le pauvre monstre n'est plus qu'une épave. Yashen lance un cinglant. C'est quand même plus présentable comme ça. Le Bouddha, incrédule, lui demande s'il pense vraiment l'avoir vaincu, arguant que son enveloppe charnelle est toujours là. En tirant un fil de sa bouche, il tente une invocation de la dernière chance. Mais tout ce qui en sort, c'est une vulgaire pierre précieuse bleue. Le monstre est totalement paumé, ce qui déclenche l'hilarité de notre héros, qui se moque de cette forme physique. Soudain, le Bouddha réalise la supercherie alors que sa chair commence à se régénérer. Il s'avère que Yashen a utilisé un parchemin spécial, promettant de le réparer en boucle jusqu'à satisfaction. Ce type est complètement timbré. Quelques minutes plus tard, Yantan et Chun débarquent au milieu du désastre. Sérieux, l'esprit ressemble à une vieille racine maintenant. C'est du grand n'importe quoi. En les voyant, notre protagoniste s'enquiert de l'état de la rescapée. Yantan rassure tout le monde. Grâce à Chun, elle est hors de danger. Il lui suffit juste de reprendre connaissance. Changeant de sujet, elle demande si la chose respire encore. Yantan rétorque froidement que la mort serait une clémence imméritée pour une créature qui a osé s'en prendre à son maître. Elle ne mérite ni corps ni âme. À ces mots, notre héros laisse échapper un petit rire sadique. Même ça, ce n'est pas encore suffisant à mes yeux. Pour faire court, une technique secrète piège l'ennemi dans une boucle infernale, le forçant à subir une reconstruction douloureuse pour l'éternité. Le visage de Yantan s'illumine, fier de la cruauté de son maître. Chun, témoin de la scène, comprend que le Bouddha ne s'échappera jamais de cette dimension hors des 5 éléments. Le clou du spectacle, c'est que depuis leur arrivée et l'utilisation du talisman pour sauver le maître de Yantan, notre héros avait planifié ce dénouement depuis le début. Ce n'est pas pour rien qu'on le considère comme le plus fort. Jun fait signe à la jeune fille de déposer doucement la femme au sol. « C'est vrai que ton maître est mal en point ?» demande-t-elle. Jun confirme d'un hochement de tête grave. La situation est critique. La seule raison pour laquelle son corps tient le coup dans cet espace hors du temps, c'est grâce au chi du Bouddha. Mais la réserve s'épuise, et il faut impérativement rediriger le flux avant que tout ne disparaisse. Yantan a un déclic, et réalise que si son maître reste plongé dans ce coma, c'est parce que son réservoir de chi est totalement à sec.
Sans cette énergie vitale pour protéger son cœur, son organisme est d'une fragilité extrême. Et comme son énergie est à l'opposé de la sienne, il ne peut que la maintenir en vie artificiellement. L'idée est de rentrer dans leur monde pour trouver une solution pérenne plus tard. En entendant ça, Yantan réfléchit et réalise qu'elle partage le même type d'énergie que son maître. Elle propose alors de transférer ses propres racines spirituelles, ce qui laisse tout le monde stupéfait. Yantan pose alors une question rhétorique. Vous avez déjà réfléchi à la façon dont votre vie pourrait s'achever? Par chance, elle possède une quantité de yin phénoménale, au point d'être surnommée la fournaise yin suprême. Elle a longtemps cru qu'elle ne servirait que d'outil pour permettre aux autres de gagner en puissance. Bref, tout le monde l'approchait par pur intérêt, et elle n'avait jamais imaginé qu'un jour, ce serait elle qui aurait le pouvoir de sauver quelqu'un. Cette femme représente tout à ses yeux, et offrir sa vie pour exaucer son souhait serait une fin grandiose et pleine de sens. Le personnage principal accepte la situation avec gravité, et soudain, Yantan se met à briller de 1000 feux comme une ampoule survoltée. Elle lâche alors une dernière consigne. Quand son maître se réveillera, il faudra lui dire qu'elle est partie parcourir le continent pour devenir une cultivatrice légendaire. De cette façon, elle partira avec le sentiment du devoir accompli et sans regret. Quelques instants plus tard, elle ferme les yeux, mais quelque chose cloche. Son énergie spirituelle a bien été transférée, mais contre toute attente, son corps ne s'est pas volatilisé. Yashen intervient alors avec arrogance. Si n'importe qui d'autre avait fait cet échange, elle serait morte. Mais c'est moi qui gère, et il est hors de question qu'elle y passe. Cela dit, ses racines sont grillées, et son noyau interne est inutilisable. La cultivation, c'est fini pour elle. Submergée par l'émotion, la jeune fille se jette au cou de notre héros. Pour elle, peu importe la perte de pouvoir tant que son maître est sauf. Notre héros, visiblement mal à l'aise face à tant d'affection, bafouille qu'un simple merci aurait suffi. Sean observe la scène en se disant que Yashen est un dur au cœur tendre et que sa reine a vraiment choisi le bon gars. Tout étant réglé, il devrait pouvoir repartir rapidement. Mais Yashen reste plongé dans ses pensées, serrant fermement cette étrange pierre. Quelques heures plus tard, on les retrouve au château de Luan Yaner, où Madame exige les détails croustillants de l'opération. En gros, le gamin est revenu d'une petite balade avec le niveau de la première tribulation du royaume de la vie et de la mort. Rien que ça. En plus, il a ramené une nouvelle fille dans son équipe, donc il a intérêt à peser ses mots. Au moindre faux pas, la punition va tomber, mon pote. Entre nous, même moi, je ne dirai pas non à ce genre de punition. C'est dingue. Pendant ce temps, le maître de Yantan reçoit des soins et Shan se veut rassurant. Son Altesse a déjà pris les devants en convoquant les meilleures sommités médicales de la secte. La fille admet alors avoir causé un sacré bazar et demande où sont passés Yashen et l'impératrice pour les remercier. Le général devient soudainement très fuyant. Difficile de lui expliquer sans faire un dessin. Il change donc de sujet en lui proposant à manger, se disant que ces deux-là sont probablement très occupés, si tu vois ce que je veux dire. Pendant ce temps, notre héros est allongé sur le lit, avec Luan Yaner littéralement vautré sur lui. Elle l'a carrément saucissonné. Elle sort une excuse bidon genre « On comprend pourquoi tu voulais un endroit discret pour l'interrogatoire », tout en lui bandant les yeux. Yashen se dit que sa partenaire est sur les nerfs et ne le laissera pas filer si facilement. Il n'a plus qu'à la laisser faire ce qu'elle a à faire, le pauvre. Le gamin fait genre ça ne lui plaît pas du tout. Tu parles, on y croit tous, c'est ça? Soudain, Yishan capte une vibration suspecte. La fille ne perd pas de temps. J'utilise le fil de vérité pour te forcer à tout déballer. C'est l'instrument d'interrogatoire ultime de la secte Wuji. Une fois chargé d'énergie spirituelle, il connecte directement les sens des deux personnes. Le truc tordu? Si l'un dit la vérité, l'autre ramasse une douleur atroce en ressentant ses émotions. Yashen, paniqué, tente de l'arrêter. « Hé, minute papillon! Si je suis blessé, on court à la catastrophe. Rien de bon ne sortira de ça. » Mais elle s'en fiche et agrippe notre héros pour le cuisiner sur son passé. Elle veut savoir s'il s'est passé un truc louche quand ils ont affronté ensemble la première tribulation du royaume vie et mort. Coincé, le pauvre gars lâche un « oui » catégorique. Sauf que le fil ne réagit pas d'un poil. Conclusion immédiate, c'est du pipeau. Elle capte direct. Son maître lui ment pour la protéger de la douleur. C'est mignon, mais elle serait prête à souffrir pour entendre la vérité. La situation devient franchement bizarre. Shen ressent une secousse et analyse la réaction du lien magique. Elle est sincère, c'est sûr. Mais son rôle de maître lui interdit de laisser ses disciples souffrir, peu importe la raison. Luan Yaner ne lâche pas l'affaire et se colle encore plus à lui. Pourquoi avoir sauvé cette femme si elle dirige nos ennemis? Dans sa tête, c'est clair. Que ce soit la petite ou la prophétesse, il les sauve parce qu'elles font partie de sa team. Point barre. Il refuse de mélanger l'affection pour son équipage avec ses responsabilités. Aucune réponse simple ne suffirait ici.
Il s'apprête à répondre à la jeune fille, et surprise. Zéro douleur. Le calme plat. Elle en déduit qu'il tient vraiment à cette cultivatrice. Tu l'as ramenée parce que tu as craqué pour elle, avoue. Le gars panique et cherche une excuse bidon, mais soudain, Luan grimace de douleur. Il comprend enfin ce qui se passe sous ses yeux. Malgré la souffrance, elle rayonne de joie. C'est à n'y rien comprendre. Yishan réalise alors que ses sentiments à elle étaient authentiques depuis le début. Ah, ça y est, le déclic. En fait, la douleur valide la vérité. C'est complètement tordu comme mécanique, non? Il se demande encore pourquoi elle est si ravie qu'il n'éprouve rien pour l'autre femme. Sacré lui, toujours aussi lent à la détente côté cœur. Luan Yaner passe à l'offensive avec l'ultime question. Maître, avez-vous envie de passer la nuit avec moi? À cette phrase, notre protagoniste bug complètement. Il reste planté là avec un regard vide, totalement dépassé. Elle le traite d'andouille et lui dit d'arrêter de faire l'innocent. C'est pourtant pas des maths quantiques. Tendu comme un arc, il bégaye. Elle insiste. Je ne suis pas assez jolie pour toi? Il s'empresse de nier, évidemment. Soudain, une onde de choc la traverse. Elle lance un avertissement. S'il refuse, elle le traquera jusqu'à ce qu'il crache le morceau sur ses vraies envies. Le gars ne lâche rien. Il esquive comme un pro. Incroyable, ce type est imperméable aux allusions. Elle décide d'interpréter son silence comme un grand oui. Mais boum! Une explosion sortie de nulle part interrompt tout. Surprise! À la place de notre héros, on trouve une vulgaire poupée de chiffon. Le vieux tour de passe-passe. Yishan a déjà mis les voiles. Il se justifie en fuyant. Un maître ne peut pas avoir de pensée impure envers ses élèves, voyons. La disciple reste sous le choc, puis rationalise. Il a fui parce qu'avec sa puissance, ça aurait fini en carnage émotionnel. Mouais, c'est ça. Un peu plus loin, notre fuyard reprend son souffle près d'une cascade, essayant désespérément de se vider la tête. Son cœur bat la chamade, l'adrénaline est là, mais il doit garder son sang-froid, coûte que coûte. Il a beau essayer de se calmer. On dirait que des années de méditation ne servent strictement à rien face à cette situation. Il faut dire que Luan Yan a bien grandi. Fini la gamine innocente qui avait juste le cœur sur la main. À l'époque, elle ne revendiquait rien, se contentant de trottiner derrière ses grandes sœurs. Il se souvient, quand l'équipe était au front, lui gérait la baston pendant qu'elle tenait la baraque à l'arrière, sans jamais râler. Son seul rêve était la paix éternelle pour leur petite famille. Alors pourquoi ce changement soudain de comportement? Impossible d'analyser ça logiquement. Soudain, une voix s'élève. Tu joues à l'idiot ou tu ne captes vraiment rien, maître? C'est Lu Luo. Elle a réussi à matérialiser son retour, expliquant que son âme se reconstituait lentement grâce aux soins de Yishan. Elle explique qu'après son combat contre le Bouddha, une partie de sa cultivation avait été scellée dans le jade. Comme cette énergie ne lui convient pas sous sa forme actuelle, il la lui retransférait doucement. Mais pas le temps pour la théorie. Elle revient à la charge. Il n'a toujours pas répondu à la question cruciale. Es-tu vraiment aveugle au sentiment de Luan Yaner, ou tu l'esquives parce qu'elle ne t'intéresse pas? Parce que si c'est le cas, tu pourrais être intéressé à Luluo à la place. Et bim, elle se met à parler d'elle à la troisième personne. Notre benet national demande ce qu'elle raconte. La réponse fuse. Si tu ne veux pas batifoler avec la grande sœur, pourquoi pas avec moi? Même en tant qu'esprit, j'ai autant de talent que ma sœur, tu sais. Blasé, il lui jette un regard noir et lui donne une pichonnette sur le front. Elle râle. Tu fais encore l'innocent? Ne va pas croire que je suis inutile sous prétexte que je suis un esprit. Elle lui fait remarquer que c'est flagrant. S'il la traite comme une gamine, ça veut dire qu'il voit Luan Yaner comme une adulte à part entière. Yayan, complètement paniqué, bafouille pour nier l'évidence. Après tout, c'est sa grande sœur et sa disciple préférée, non? Mais pour Lu Luo, ces étiquettes ne valent rien face à l'amour. Et si ce n'est pas ça le problème, peut être que sa sœur n'est tout simplement pas son genre. C'est quoi le souci de Yen à la fin? Le protagoniste lui demande d'arrêter ses blagues, mais la jeune fille s'évapore aussitôt. Luan Yaner débarque et demande avec qui il discutait. Yashan, mal à l'aise, invente une excuse bidon. La fille éclate de rire, divaguant sur ses pensées et d'autres banalités. D'après cette théorie, la cultivation spirituelle des hommes ne peut pas rivaliser avec celle des femmes. Yoshin la fixe intensément. Quand elle lui demande à quoi il pense, il avoue qu'il vient de réaliser qu'elle est la seule à rire de ses idées farfelues mentionnées plus tôt. Il s'apprête à ajouter quelque chose, mais Luan Yaner le coupe. Il a été absent un bon moment, il doit être épuisé. Quelques minutes plus tard, alors que notre héros prend son bain, Luan Yaner lui demande ce qu'il se passe, et si il compte venir ou pas. Le pauvre gars perd les pédales, ne comprenant rien à la situation. Elle lui avait dit de se détendre. Alors il s'attendait à une sieste ou un casse-croûte. Peu après, Luan Yaner l'interpelle à nouveau pour lui préciser que l'eau de cette source s'appelle la rosée de jade. C'est le nectar sacré ultime du continent. Il efface la fatigue, renforce les muscles et les os, tout en boostant la cultivation.
Son maître étant parti pour progresser rapidement, elle s'est dit que c'était le moment idéal pour recharger son chi. Elle lui demande s'il pense qu'elle a tort. Le garçon confirme que c'est exactement ce dont il a besoin. Dans ce cas, qu'elle l'y emmène. Mais pour le bain, il peut très bien se débrouiller seul. Mais la jeune fille, un sourire malicieux aux lèvres, lui saisit la main et lui saute dessus. Elle lui demande pourquoi l'âge ou le genre aurait de l'importance, puisqu'elle est sa disciple. Plonger dans la rosée de jade ne suffit pas. Elle veut qu'il devienne 2 fois plus fort en se concentrant sur son chi interne pour se recharger dans le bain. Il doit juste se détendre et la laisser l'aider. Un point, c'est tout. Soudain, Luo surgit à la porte et pousse brusquement le protagoniste. Par un hasard miraculeux, le garçon atterrit parfaitement, sentant soudain une texture moelleuse contre lui. Pendant ce temps, les 2 observatrices ne perdent rien de la scène. Jun tente d'intervenir, mais Yantan l'en empêche. N'empêche, les filles paniquent. Faire ça avant le mariage, c'est du délire. Leur réputation est en jeu. Mais Yantan rétorque que ça les regarde. Et comme elle vient de le constater, Yachen est un type bien, donc pas d'inquiétude. Changeant de sujet, elle la remercie pour l'invitation au bain, sans laquelle elle aurait raté ce spectacle. Quand on lui demande son avis, Chun semble toujours tracassé par quelque chose. Yantan devine que Luan Yaner compte énormément pour elle, et qu'elle a dû se sentir gênée d'assister à un moment si intime. Elle confirme, si c'était n'importe qui d'autre, ça passerait. Mais là, c'est Luan Yaner. Il va falloir trouver le moment parfait pour s'interposer. Mais voyant ce qui a failli se passer, Jun intervient en criant qu'ils ne peuvent rien faire, demandant pourquoi il y a tant de boucans tout à coup. Yantan, fébrile, demande où est passée la pureté de l'amour, et pourquoi ils font ça dans une salle de bain. En gros, ils risquent d'attraper une infection. Et elle ne parle pas en l'air. Elle n'est pas seulement douée pour les devinettes, elle a aussi des talents de guérisseuse. Au fil des ans, elle a vu des femmes tomber malades à cause de cette imprudence, souvent âgées de 28 à 30 ans. De plus, Luan Yaner possède un corps sacré à la force colossale. Si l'on n'y prend pas garde, ça pourrait mal finir. Et s'ils ont des pratiques un peu bizarres, qui sait ce qui pourrait arriver? Changeant de tactique, elle souligne qu'en tant que fille, elles doivent se serrer les coudes et protéger non seulement la réputation de l'impératrice, mais aussi sa santé. L'excuse bidon par excellence. En entendant ça, la fille marche à fond. Mais alors qu'elles observent la scène, elles se retrouvent face à face et finissent par rouler accidentellement dans le couloir. Mais, surprise, il n'y a personne. Pendant ce temps, Luan Yaner surgit derrière elle. Elle avoue qu'il a été difficile de s'éclipser, car elle n'avait pas pensé à ériger une barrière magique pendant qu'elle se prélassait dans le bain. Heureusement, elle a pu lancer son sort d'invisibilité à temps. Maintenant, elles peuvent continuer leurs affaires. De son côté, notre héros affiche une tête d'Aouri. La petite s'est encore fait la malle. Comme on l'a dit, ce gars ne saisit jamais les opportunités qui s'offrent à lui. Un peu plus tard, à Wuji, la foule est dense. Alors que le protagoniste se balade, Luo demande à Yachen s'il peut lui dégoter des sucettes cristallisées. Yen rétorque qu'elle a déjà du mal à matérialiser son corps, alors grignoter ce genre de truc est hors de question. En plus, il n'a pas oublié la fois où elle l'a poussé. Mais pour la jeune fille, c'était juste un petit coup de pouce, espérant provoquer un événement intéressant. Notre héros la met en garde. Les enfants ne devraient pas se mêler des affaires d'adultes. Luo réplique qu'il a vécu isolé trop longtemps. Elle et sa sœur ne sont plus des gamines. Et puisqu'ils s'apprécient énormément tous les deux, où est le mal à ce que les autres le voient? Il ne réalisait pas l'ampleur du chaos jusqu'à maintenant. De son côté, Yaen faisait simplement la sourde oreille. En regardant devant lui, il aperçoit 2 filles en piteux état. Celle aux cheveux roses l'implore d'aider sa grande sœur. Peu après, le déclic se fait dans l'esprit du protagoniste. Minx alors, ce sont les filles du début de l'histoire. Quelques heures plus tard, Yen les ramène chez lui. Il explique que l'état de la grande sœur est dû à un épuisement de son élixir interne, avant d'utiliser sa magie pour la recharger. La jeune fille se confond en remerciements. Sans son intervention, sa grande sœur ne s'en serait jamais remise. Tout à coup, il perçoit une étrange fluctuation d'énergie. Yi Chen l'interroge directement. Il a senti une aura malsaine émaner de leur sceau magique un peu plus tôt dans la rue. Il exige de savoir ce qu'il en retourne. N'ayant plus d'échappatoire, elle décide de jouer franc jeu et demande au héros d'examiner la marque de plus près. En observant le symbole, le jeune homme tique. C'est le sceau sacré de la secte de la rivière de sang, une faction qu'il pensait avoir éradiquée il y a 100 ans. Il leur demande si elles ont accepté cette marque de leur plein gré. La fille s'insurge immédiatement. Impossible. Elles appartiennent à la secte des fleurs et ont juré sur l'honneur de leurs ancêtres de ne jamais trahir leur clan. Luo intervient, sceptique. Cette histoire ne tient pas debout, et elle soupçonne ces deux-là d'être des espionnes. Mais Ye Chen n'est pas de cet avis. Si elles étaient vraiment des agents infiltrés, elles ne s'afficheraient pas ainsi au vu et au su de tout le monde. Normalement, les disciples des fleurs ne voyagent qu'avec un ordre écrit de leur maître.
Il cherche à comprendre comment elles ont pu croiser la route de la secte maléfique en chemin. Elle explique qu'elles étaient effectivement en mission officielle pour récolter des herbes médicinales au cœur du continent, sur ordre de leurs supérieurs. C'est en traversant le territoire de la secte Wuji qu'elles sont tombées sur lui par hasard et ont pu intervenir in extremis. C'est là que le cauchemar a commencé. Elles ont découvert des membres de la rivière de Sang en train de prêcher dans un village, ce qui consistait surtout à forcer les habitants à recevoir cette marque maudite. Le pire, c'est qu'ils ne montraient aucune pitié, s'en prenant même aux enfants. En tentant d'aider les villageois discrètement, elles se sont fait repérer. Sa sœur aînée a dû puiser dans toutes ses réserves magiques pour la protéger de l'assaut. Après un combat acharné, elles ont finalement réussi à semer leurs poursuivants. Mais une fois le danger écarté, l'horreur l'a frappé de plein fouet. Sa sœur avait été marquée par la secte pendant l'affrontement. Le choc a failli lui faire perdre connaissance. Le chemin du retour étant trop long pour son faible niveau de cultivation, elle a traîné sa sœur jusqu'ici, espérant que l'impératrice de la secte Wuji pourrait stopper ses fanatiques. Ye Chen la rassure d'un ton apaisant. Sur la route de la cultivation, il est normal de demander de l'aide quand les obstacles sont trop grands. Cependant, il relève un détail troublant. D'après son récit, seule sa sœur aurait dû être touchée. La jeune fille avoue alors que la marque est apparue sur son propre corps la nuit dernière. Pour Ye Chen, la situation vient de passer de problématique à critique. Ce sceau agit comme une laisse magique imposée par le chef de la secte à ses fidèles. Toute personne marquée voit son énergie spirituelle siphonner en continu pour nourrir la puissance du maître de la secte. En gros, les victimes sont condamnées à moins d'éliminer celui qui a lancé le sort. Ça devient vraiment du délire. La fille ajoute, terrifiée, qu'à la prochaine pleine lune, le drain d'énergie pourrait s'intensifier et leur coûter non seulement leur magie, mais aussi leur vie. Si le pire devait arriver, elle le supplie de ramener leur dépouille à la secte des fleurs pour qu'elle repose en paix chez elle. Elle promet de le payer de retour dans sa prochaine vie. Ce qui, dans ce monde de cultivateurs où la réincarnation existe, n'est pas une simple façon de parler. Luo, toujours aussi blasée, commente qu'elle a entendu ce genre de discours mélodramatique 1 million de fois. Mais Ye Chen ne l'écoute déjà plus et fonce à travers la ville. Luo lui demande s'il compte vraiment quitter l'enceinte de la ville pour aller défier le type à la cape rouge en solo. Notre héros ne cille même pas. La secte de la rivière de sang est une plaie purulente qu'il connaît trop bien depuis des lustres. Il se remémore leur chef, l'ancien de la rivière de sang. Il était persuadé de l'avoir liquidé durant la grande guerre des sectes. Luo rétorque avec ironie que ça ne veut rien dire. Après tout, elle est morte aussi, et pourtant, elle est bien là. Même si elle vit désormais dans le livre céleste, elle se demande si c'est prudent de se lancer dans une guerre pareille. Ye Chen répond que la voie de la cultivation ne consiste pas à faire n'importe quoi, certes, mais après avoir entendu les atrocités commises dans ce village, il lui est impossible de rester les bras croisés. Luo précise sa pensée. Ce n'est pas de morale qu'elle parle, mais de stratégie. On est sur le territoire de la secte Wuji, celui de sa grande sœur. Si la petite a dit vrai, alors Luan est forcément au courant de la situation. Ye Chen réalise qu'elle a raison. Luan Yang a toujours eu une haine viscérale pour le mal. Elle n'aurait jamais laissé passer une telle horreur sans réagir. Luo suggère que sa sœur a sûrement ses propres raisons d'agir ainsi. Avant de foncer tête baissée, il est impératif d'aller tirer ça au clair avec elle. Elle doit probablement l'attendre en ce moment même. Convaincu, Ye Chen garde le silence un instant avant de faire demi-tour vers le château. Il ne sait toujours pas comment aborder le sujet avec elle. Quelques heures plus tard, de retour au palais, il frappe à sa porte quand soudain, boum, une explosion retentit. C'est Luan Yang qui l'accueille, réalisant qu'il est enfin rentré. Après s'être décrassé, l'estomac de notre héros crie famine, et il propose de préparer quelque chose à manger. En voyant sa réaction naturelle, Ye Chen se dit qu'il s'est fait un sang d'encre pour rien avant de venir la voir. Il se rappelle que lors de leur dernier conflit, elle était restée confinée en ville, liant sa conscience spirituelle pour protéger les lieux, sans jamais partir à sa recherche. Quelque chose d'important la retient ici. Il est évident qu'elle a déjà enquêté sur cette secte sanguinaire et qu'elle a les mains liées. Il tente d'aborder le sujet, mais elle lui intime l'ordre de se taire. Elle a déjà deviné la question qui lui brûle les lèvres. Un souvenir surgit alors, Luan racontant le départ annoncé de son maître. Maintenant que les ennemis sont vaincus, l'avenir devrait être radieux, non? Pourtant, la question la hantait. Pourquoi ne pouvait-elle pas rester à ses côtés? Il l'avait laissée là, seule et désemparée. Quelle tragédie pour une enfant. Durant sa retraite isolée, le héros frappait la falaise chaque jour pour se purifier, espérant ardemment retrouver sa secte. Mais voilà plus d'un mois s'est écoulé. Ce fameux ancêtre de la rivière de sang qu'il avait vaincu a refait surface, utilisant sa magie pour lui apposer un sceau maudit à elle aussi. Bien que cultivatrice, elle n'était pas de taille face à lui.
Elle remarqua alors qu'il détenait un crâne marqué du sceau de la rivière de sang, dégageant une aura particulièrement malfaisante. Trouvant cela anormal, elle guetta le moment propice pour briser le sort, mais l'homme part à son attaque avant de se volatiliser. En apprenant cela, Yann réfléchit. D'après Yanner, ce crâne renferme le secret de la survie de l'ancêtre de la rivière de sang. C'est peu être une relique sacrée de leur culte. Luan Yanner explique que cet ancêtre restait caché, priorisant sa renaissance charnelle, tout en envoyant des espions pour une mission secrète. Yashan en déduit qu'un chaos se prépare inévitablement au sein de la secte Wuji. Les filles s'étonnent. Comment as-tu deviné? Yashan répond. Eh bien, à ses yeux, tu es son élève. Il aurait dû t'éliminer, mais non, il t'a marqué d'un sceau à la place. Ce sceau est sa méthode sournoise pour gagner en puissance. Il comptait sûrement manigancer quelque chose à ce moment-là. Puisqu'il tire secrètement profit du désordre, plus la situation dégénère, plus cela l'arrange. Connaissant son style, il a probablement lâché ses fidèles dans la secte Wuji pour recruter et semer la zizanie. Mais la jeune femme rétorque. Ce n'est pas tout. Ces 10 dernières années, ce type a réapparu, révélant qu'il recrutait dans le Nord. Il a même éliminé plusieurs de ses meilleurs généraux, prouvant qu'il a grandement progressé, frôlant le domaine de la vie et de la mort. Je suis perdu. Parmi ces invocations, il y a aussi des rumeurs concernant la mort d'un innocent au sein de la secte Wuji. Il a personnellement vérifié que la marque correspond au motif de la caverne rouge, qui n'est autre que ce sceau de la rivière de sang. Comprenant le plan, et jugeant son niveau encore faible, il a envoyé des gens distribuer des remèdes spirituels à la population. Mais ils ont gagné en puissance bien plus vite que prévu, ont découvert ses manigances et ont commencé à opprimer les citoyens. Voyant cela, notre héros prend la main de la jeune fille, affirmant qu'il comprend sa douleur. L'ancêtre de la rivière de sang est une ordure qui refuse tout combat loyal. S'il veut se cacher, personne ne le trouvera. Mais s'ils attaquent maintenant pour éliminer les adeptes de la secte, la panique rendra la situation encore plus incontrôlable. Dès que Luan Yanner perdra son sang-froid, l'ennemi se jettera sur tout le monde. Mais si elle reste focalisée sur le front, il rassemblera juste plus de partisans. Se précipiter, c'est tomber dans son piège. Son plan était donc parfait. Dans ce cas, inutile de stresser, car il trouvera forcément un moyen de le vaincre. Pour conclure, ils doivent capturer sa bande. Luan Yanner lance alors. Ces types ne sont pas un problème. Maintenant qu'on est sur la même longueur d'onde, je me sens plus détendu en entendant ça. Yashan reprend. Si je n'étais pas tombé sur ces sœurs fleurs, qui sait quand on aurait pu en discuter? Si quelque chose arrive, elle doit le lui dire. Soudain, les filles s'agacent et demandent s'il a trouvé les sceaux de la rivière de sang sur ces gens. Elles insinuent qu'il doit être proche d'eux puisqu'il connaît leur nom complet. Yashan réplique. Non, vous faites erreur. On ne s'est affronté qu'une fois et je ne les ai pas revus depuis ma retraite. La jeune fille se calme et demande s'il est sérieux. Le garçon, impassible, confirme. Luaner déclare. Je te fais confiance pour cette fois. Désormais, plus de secrets entre nous. Il pensait recevoir des éloges pour sa maturité et son intelligence, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle agisse encore comme une enfant gâtée. Changeant de sujet, il l'interroge sur la suite, car il peut désormais informer le maître. La fille sourit, demandant si ces gens ne voulaient pas le chaos, puis ajoute qu'elle va leur donner exactement ce qu'ils réclament. Luan Yanner chuchote le plan au héros. Quelques heures plus tard, dans une grotte isolée, un homme encapuchonné clame qu'un certain grand ancêtre est un dieu vivant. Selon lui, cette femme de la secte Wuji n'osera pas venir le défier. Mais soudain, boum, l'homme s'effondre sans vie. L'homme au tempérament sec déclare « Je l'ai emmené à la secte Wuji pour qu'il me considère comme un ami. Pourquoi tant de violence alors qu'on pourrait être une famille ?» Cependant, l'épéiste rétorque que tout cela n'est qu'une perte de temps. 5 ans plus tôt, le Nord a été conquis par les ancêtres de la rivière de sang, et les forces du grand continent se sont mises en branle. Mais ils craignaient les armées de l'impératrice. Malgré ses nombreuses victoires, le culte de la rivière de sang évitait soigneusement de la provoquer. Les deux camps étaient sur le fil du rasoir jusqu'à ce jour pluvieux, où le culte a déclenché un massacre inattendu. Un assassin inconnu et mystérieux a non seulement localisé le repère de l'ancêtre de la rivière de sang, mais a aussi anéanti toute l'escouade d'élite avec l'énergie d'un ninja surexcité. Ce gamin, tout en dégommant tout le monde, prétend nonchalamment être un vendeur. Tu parles. Il vend surtout du chaos. L'autre encapuchonné lui demande pourquoi il s'énerve autant. Du calme, mec. Même s'il voulait juste faire le ménage, le visage du type ressemble à de la viande hachée. L'homme à l'épée reste silencieux, tandis que l'autre commence à déballer toute l'histoire que, d'après son espion infiltré chez les Wuji, l'impératrice concocte un rituel ciel et terre pour ce soir même. Le plan consiste à drainer l'énergie d'esprit légendaire pour gagner en puissance. Mais le moindre petit dérapage, et c'est la fin de la partie.
Non seulement l'ascension capoterait, mais Luan Yanner en profiterait pour faire le ménage et régler ses comptes, façon radicale. On parle d'une des femmes les plus redoutables du coin, mais là, elle précipite les choses. Vu le terrain, elle aura besoin de renforts pour investir la ville. Sur ce, le type dégaine un parchemin et paf, transition immédiate à l'intérieur de la secte Wuji. L'homme encapuchonné lance un petit « je te l'avais bien dit », car l'impératrice a déjà placé ses troupes au point stratégique menant au palais. Par contre, ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est ce tunnel secret creusé il y a 5 ans qui débouche pile dans son antre. C'est sournois, mais ça leur permet d'être aux premières loges. Le seul hic, c'est le gamin avec eux, un vrai moulin à parole. De l'autre côté de la cité, Luan Yanner se prépare. On lui demande si elle est parée, pendant que tous les cultivateurs du coin s'équipent pour la bagarre. L'heure du rituel a enfin sonné, et, on va pas se mentir, ça sent le roussi à plein nez cette histoire. La foule est amassée en ville. Un enfant demande pourquoi ils ne vont pas dormir, et un ancien lui explique que c'est l'impératrice elle-même qui les a convoqués. Elle se donne tellement de mal qu'elle en devient un zombie, se demandant si elle est sa propre fan numéro 1. Il paraît qu'il faut prier pour son succès. On croise les doigts. Soudain, une ombre sur le toit, l'homme à la capuche repère l'autel entouré de civils chantant des bénédictions. Luan Yanner est à fond dans son rituel, sans se soucier le moins du monde des artefacts sacrés aux alentours. Au départ, il pensait qu'elle avait une stratégie béton. Mais non, il s'est fait du mouron pour rien. Il demande l'avis du gamin, mais pouf, volatilisé. Peu importe, une fois qu'il aura mis la main sur Luan Yanner, il sera le maître du jeu. Tout à coup, la fille ressent une étrange sensation, et ses yeux virent au rouge tomate. La panique s'installe. Des marques apparaissent sur sa peau et l'homme au visage sec jubile. L'esprit de Luaner lui appartient désormais. Les gardes tentent d'intervenir, mais ils se retrouvent marqués à leur tour en un clin d'œil. Le type ordonne alors à Luan Yanner d'apposer le sceau de la rivière de sang sur tout le monde, mais elle s'effondre brusquement. L'encapuchonné ne comprend plus rien. L'aura qu'il percevait en elle s'estompe, signe que le rituel a probablement échoué. Pourtant, il avait bien senti des vibrations du royaume vie et mort lors du marquage. Et là, bam, le protagoniste débarque et lui décoche une droite. En voyant la tronche amochée de son adversaire, notre héros commente. Ça faisait un bail que je n'en avais pas vu un comme ça. Toujours aussi opportuniste, à ce que je vois. Le méchant commence à trembler, balbutiant qu'il le cherchait depuis 100 ans. Il était pourtant sûr qu'il ne restait rien de son corps ni de son âme. Soudain, une voix s'élève. Vraiment si impossible que ça? Et voilà que Luan fait son entrée. Le héros lui demande comment elle va. Avec mon maître ici, tout va bien, mais on ne peut pas en dire autant de ce type. En entendant ça, le gars de la secte du sang est sous le choc. Impossible qu'un simple sculpteur du royaume divin crée une marionnette avec une aura de vie et mort, à moins d'avoir réalisé une percée légendaire. Le protagoniste soupire. Je te l'ai dit, tu ne changes jamais. Vu son attitude, l'avancée des troupes de la rivière de sang n'était clairement pas de son fait. Ce qui signifie qu'il mijote un autre plan foireux ailleurs. Frapper le cœur de la secte Wuji est audacieux. Avec Luan Yanner occupé aux frontières, il manigance forcément un coup tordu. Il a parié sur le fait qu'elle serait vulnérable et sans renfort pendant la préparation du rituel. Et pour le coup, il a vu juste. S'il avait été plus prudent, l'histoire aurait pu finir autrement. Mais il voulait éliminer la concurrence dès le départ. Quelle petite fouine. Mais avant même de pouvoir agir, il s'est trahi en utilisant ses sortilèges. Dévoiler son jeu de la sorte prouve qu'il est sûr de sa victoire. En gros, quelqu'un assure ses arrières. Le type au visage sec éclate de rire, lui demandant s'il se croit toujours le caïd, car il y a 100 ans, il a survécu à ses attaques. Il décide alors de révéler son atout majeur en brandissant un crâne. Il prévient que s'il lui arrive quoi que ce soit, le marché est annulé. Il appelle ni plus ni moins que le roi des assassins à la rescousse. Soudain, une attaque vise Luaner, mais notre mystérieux héros intervient in extremis pour sauver la mise. Il n'en croit pas ses yeux, c'est Shuluo, sa deuxième disciple. Yashan demande si c'est bien elle, et ce qui a bien pu se passer. La fille recule, le regard fixe, tandis que l'encapuchonné rit comme un dément, demandant s'il avait anticipé ça avec ses menaces. Les surprises s'enchaînent. Et boum, une explosion retentit. Waouh, ça ne s'arrête jamais. Le héros est sur les nerfs alors que Shuluo charge à nouveau. Luan Yanner lui dit de se calmer, mais la fille s'en fiche et balance un coup d'épée. Luaner encaisse le coup, et la fille lui demande pourquoi elle continue de se mentir à elle-même. Aussitôt, le héros surgit derrière elle, faisant suer le méchant à grosses gouttes. Une autre explosion secoue les lieux, et on voit Luaner parer l'attaque de la fille avec seulement 2 doigts. Il insiste sur la force de leur lien. Issus de la même école, ils forment une véritable famille. Peu importe les circonstances, se retourner contre son aîné est un acte impensable. La jeune fille rétorque du tac au tac, affirmant que leur ressemblance est effectivement indéniable.
Tout en reculant, elle annonce vouloir éprouver le tranchant de sa lame et déchaîne une rafale de frappes sur Yashan, ignorant les supplications de Luaner qui implore l'arrêt immédiat de ce chaos. En réalité, c'est elle qui se voile la face. Elle croise le fer avec son propre maître tout en cherchant désespérément à comprendre l'origine de ses propres doutes. Shulo se jette alors sur Luan Yaner, jurant de la faire taire définitivement, et lui assène un coup brutal. Sans surprise, le héros réagit à la vitesse de l'éclair pour s'interposer. Il remarque au passage que son esquive miraculeuse est l'œuvre du fameux miroir de déplacement. C'est lui qui lui avait offert cet artefact autrefois. Il exige maintenant de savoir si elle ose retourner son arme contre son propre clan. Ces mots déclenchent une colère noire chez l'homme. La jeune fille, d'abord stupéfaite, se ressaisit et hurle qu'il n'est plus son maître. Shen soupire. Retour à la case départ, donc. La fille est ébahie par sa vélocité, et une nouvelle explosion retentit soudainement. Témoin impuissante de ce désastre, Luan Yaner reste figée. Shu Luo, quant à elle, demande avec hargne pourquoi on l'empêche de quitter les lieux. Luan Yaner tente de la raisonner. Leur maître est bel et bien vivant, il a simplement choisi l'exil. Il est inutile de croire aveuglément aux rumeurs. Mais en s'avançant vers sa sœur, elle rejette cette explication. Elle affirme avoir vu le cadavre de ses propres yeux et refuse d'être dupe. Le vrai coupable serait le vénérable conquérant céleste. L'évocation de ce nom la fait trembler, c'est certain. Pourtant, peu importe sa peur, elle est déterminée à venger son maître Solo. Luan Yaner lance alors un regard suppliant au héros. Ils doivent absolument trouver un moyen d'écouter sa version des faits. C'est alors que la marque maudite se remet brusquement à pulser. Ailleurs en ville, Xiaohua rappelle à sa sœur qu'elle n'est pas guérie et devrait se limiter à la reconnaissance. Changé la reprend sèchement. Elle a été trop clémente et a négligé les préceptes des ancêtres, demandant si elle a parlé de sa mission à cet individu. Xiao dément formellement. Hors de question, elle n'a rien dit. Car sa mission est claire, localiser le détenteur du manuel céleste et récupérer l'artefact, sous peine de voir la secte des 100 fleurs anéantie. Soudain, une onde de choc secoue les lieux. L'instinct de Xiao Wei s'affole et sa marque s'active violemment. Et vous devinez la suite? La ville entière ressent la perturbation, comme une interférence statique géante. Retournons au combat. Nos héros affrontent deux adversaires redoutables, n'est-ce pas? L'homme encapuchonné frappe la jeune fille en grommelant sur son retard. Pendant ce temps, le sceau de la rivière de Sang surcharge l'énergie spirituelle de Yaner. Il vient de passer un cap critique, atteignant le royaume de la vie et de la mort. Tant que le sceau est actif, il est virtuellement invulnérable. Devant ce chaos, elle tente probablement de s'emparer du sceau Ying céleste ancien, avant qu'il ne mette la main sur Luan Yaner. Elle a intérêt à faire vite, car l'écart de puissance est abyssal. Soudain, notre héros surgit et expédie l'ennemi d'un coup de pied magistral. L'homme écume de rage, hurlant que rien ne peut l'abattre. Il a échoué il y a un siècle, mais il est prêt pour le second round. Même en ayant atteint le royaume de la vie et de la mort, il n'arrive pas à la cheville du héros. C'était prévisible. Pour faire court, il est au pied du mur. Pourtant, son arrogance reste démesurée. Brandissant un crâne, il prétend que cet objet lui offrira l'ascension ultime. Le héros se moque. D'où te vient cette audace? Il comprend vite que son adversaire s'appuie uniquement sur des artefacts spirituels. L'adversaire est sous le choc, incapable de comprendre comment ces sceaux ont pu être brisés aussi facilement. Yashin invoque une puissance draconique, laissant l'autre perplexe face à la résonance de son gadget céleste. En un éclair, le héros agrippe l'homme. Il a quelques questions à lui poser. C'est évident. Une création reconnaît toujours son créateur. Regardez bien l'objet qu'il tient en main. Soudain, l'aura du crâne s'estompe et à travers toute la ville, les marques maudites commencent à se dissoudre une à une. Pendant ce temps, notre héros soutient Luan Yaner. L'homme encapuchonné est sidéré. Un seul mot de Yashen a suffi pour éteindre la divinité de l'objet sacré et annuler toutes les prières. Il reste tout de même perplexe. Pourquoi n'a-t-il jamais entendu dire que Shen était le créateur légendaire de cet artefact ancestral? Yashen sourit calmement. Tu as enfin compris. Il précise qu'il a tout son temps pour les explications. Puisqu'il n'y a plus d'obstacle, il peut disposer de lui à sa guise. Il ferait mieux de se décider rapidement. La créature s'incline subitement. Le héros soupire, blasé. Toujours la même rengaine. Puis, le jeune homme appelle Shu Luo, sentant que sa sœur est en danger. Il s'avance pour confronter l'ennemi et décide de faire preuve de clémence pour cette fois. Elle a 3 jours pour retourner à la secte et fournir une explication valable. La jeune fille écoute en silence avant de s'évaporer. On la retrouve plus tard effondrée au sol. La pauvre enfant est à bout de force. Une voix s'élève pour souligner l'exploit. Ce n'était pas une partie de plaisir. Après avoir affronté 2 boss majeurs, elle a encore trouvé l'énergie de traîner sa carcasse jusqu'ici. C'était le roi assassin désespéré qui peinait à suivre sa cadence.
aussi ironique que cela puisse paraître. Puis Zulu intervient. J'ai récupéré le crâne. On peut discuter maintenant? La fille répond. Tu sais, si c'est le crâne de Yashin. La secte Wuji a dû mettre une éternité pour mettre la main dessus. A-t-elle oublié les dernières volontés de son maître? Elle refuse d'accepter la défaite face à cet homme. Elle obtiendra sa vengeance elle-même. Shu Luo est la favorite de Yashin. C'est pourquoi il lui a confié cette mission. Il lui demande si elle fait confiance à ce sosie qui l'a pourchassé. Évidemment, c'est un mensonge de Luan Yaner. Et ce soi-disant roi assassin est aussi authentique que la fausse bonté de l'impératrice. Mais attends, la meuf défend son frangin, jurant qu'elle ferait jamais un truc pareil. Sauf que d'un coup, la fille au bandage invoque une foudre de Ding en mode « je suis ingérable ». Le hic, c'est que ce pouvoir s'active seulement quand elle est au bout du rouleau. Le combat d'avant a dû la vider complètement. T'inquiète, elle sentira plus rien maintenant. Ce saut va lui faire un reset complet de la mémoire. Même si l'ancêtre de la rivière de Sang s'est planté en beauté, il a quand même réussi un coup. Pas le temps de vérifier par elle-même, Sa Majesté est encore dans les vapes, alors faut qu'elle se bouge vers les quais. On change de décor, direction la secte Wuji. C'est la panique totale car Luaner ne se réveille toujours pas et Chinger est en stress. La situation est franchement plus catastrophique que prévu. Le Grand Céleste lui avait confié un truc à filer au proprio du livre céleste, mais avec sa sœur en mode belle au bois dormant, c'est pas gagné. Tout à coup, le boss débarque et il tire une de ses tronches. Les filles commencent à flipper quand Ye Chen fait son entrée. Luluo percute enfin. J'ai compris, c'est sûrement du poison. Même sans les sauts maudits, Ye reste stoïque. Yaner est toujours KO. Je m'en doutais un peu en la ramenant, mais ça fait une éternité et il sait pas quand ils ont concocté ce venin. Luluo explique que c'est une vieille recette perdue. Le gamin a un flash et demande si ce serait pas ce fameux poison du saut mortel. Tu sais, ce genre de marque qu'on colle sur un cultivateur pour brider sa puissance avec une malédiction. Si la victime s'affaiblit trop, elle perd le contrôle de sa propre force. Le sceau de la rivière de Sang n'était qu'un leurre pour implanter celui de la mort en douce. Au final, la secte de la rivière de Sang n'était qu'un simple pion sur l'échiquier. Shuluo pige rien, et Luluo est vénère, incapable de croire à la trahison de sa grande sœur. Mais la vérité éclatera dans 3 jours. Là, l'urgence, c'est de purger le poison de Luan Luluo. Le truc est en train de ravager ses vaisseaux sanguins, c'est critique. On demande à Ye Shan s'il a une idée, et il assure qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Il compte utiliser l'inversion des 5 voies pour extraire le mal. Le souci, c'est qu'avec le sceau de la rivière de sang qui pompe son énergie spirituelle, ça risque de la blesser par mégarde. Sans prévenir, le héros arrache sa chemise, tranquille. Luo vire au rouge et bafouille, persuadé qu'il va tenter une double cultivation ou un truc coquin. Il lance un regard intense à Luan et ouvre la bouche. Là, on se dit « Waouh mec, tu y vas pas de main morte ». En fait, il veut forcer le sceau à muter pour le transférer directement dans son propre corps. Chinger refait surface et Ye Shan est sur les nerfs. Elle prévient que s'il utilise sa cultivation pour soigner l'impératrice, ça pourrait mal tourner. Faut dire que la bande des sans-fleurs, les sceaux maudits, c'est leur spécialité. La dernière fois qu'ils ont sauvé un cultivateur du sceau mortel imposé par le grand ancêtre, il y a eu des dégâts collatéraux. Une partie du sceau s'est transformée en réservoir d'énergie pour la victime. Bref, si on lui retire le peu de jus qui lui reste, c'est la mort assurée. Du coup, au nom de sa secte, elle se propose comme cobaye. C'est sa façon de payer sa dette pour la fois où ils l'ont sauvée. Plus tard, Luo confirme que la petite a raison, même si elle doute encore de ses vraies intentions. Le temps presse. L'état de Luan Yaner se dégrade. Chinger intervient. Mais elle sent un truc bizarre. C'est elle qui se fait vampiriser son énergie par la patiente. Elle comprend pas ce qui se passe. Le sceau est censé vider la victime, mais là, c'est l'inverse qui se produit. À ce moment précis, Luan Yaner ouvre les yeux et murmure à l'oreille de la fille qu'elle la veut, elle. Oh là là, ça part dans tous les sens cette histoire. Notre héros s'interpose disant qu'il capte le délire, mais Yaner a une constitution spéciale et ça risque de déraper. La fille possède des racines spirituelles de feu, alors que le sceau mortel est d'une nature incompatible. Si les deux entrent en conflit, son énergie va se faire aspirer direct. Il respecte son envie d'aider sa disciple. Mais elle n'a pas mesuré le danger en voulant utiliser son corps au lieu de l'outil spirituel adéquat. En entendant ça, elle croit qu'il parle du livre céleste. Elle se sent bête d'avoir proposé son aide juste pour paraître naturelle en rendant le bouquin. Dans sa précipitation, elle a zappé que la protection du livre était pour lui, donc il a absolument pas besoin d'elle. Waouh, ses leçons de stratégie deviennent complexes. Elle réalise que Ye Shan lit en elle, comme dans un livre ouvert. Si elle insiste, il va se méfier. Peu après, Ye Shan précise que même avec l'outil spirituel, l'effet reste superficiel. Par contre, il remarque que ses capacités de récupération tiennent la route. Tiens donc. Le héros est coincé.
et demande s'il peut mettre la main à la pâte. Le gamin est puissant. Mais là, il navigue en terre inconnue. Il compte utiliser ses pouvoirs pour contenir le seau, un peu comme un bouclier contre cette marque maudite. La fille intervient. Cette technique secrète des sans-fleurs prend 10 jours à maîtriser. Mais Yeshen la coupe. T'inquiète, je gère. Elle a juste à lui expliquer le principe, et il s'adapte. Chinger tremble comme une feuille, et le petit demande. Ça va pas? Elle essaie de rester cool, mais c'est la plus dure des 5 voies. Le moindre faux pas, et c'est fini. Et bim! Le héros déclenche une fumée violette impressionnante. Chinger est sur le cul, totalement bluffé. Le corps humain dissimule 8 points d'ancrage spirituels, habituellement un calvaire à activer. Mais lui, il les a tous déclenchés d'un seul coup. Plus tu en touches, plus la résistance devient infernale. Même son ancêtre avait mis 3 jours pour en sécuriser 9. Ce type est une véritable machine de guerre. Là, Yashan se tourne vers elle. « Hé, à toi de jouer maintenant. » Attendez, le gamin va vraiment tomber le haut. Chinger garde son calme en mode « T'inquiète, je gère », mais au fond, la curiosité la démange. Elle jette un coup d'œil furtif. Le protagoniste est dans une concentration absolue. Elle trépigne d'impatience, se demandant quelle retombée ça aura pour elle aussi. Plus tard, c'est fait. Shen s'éclipse et Chinger vérifie que l'ambiance est détendue. Le garçon, tenant fermement la marque, la remercie. Yanner est enfin sorti d'affaire. Le danger est écarté. La fille balaie ça d'un revers de main. Relax, c'était rien. Mais il n'est pas dupe, il a bien capté qu'elle jouait les durs pour la galerie. Pour Yashan, une victoire de l'une profite à l'autre. Il considère qu'ils sont quittes et promet de lui prêter main forte au moindre pépin. Elle demande un moment de répit en attendant le réveil de sa sœur pour tout déballer. Changement de sujet. Notre héros cherche à savoir combien de personnes possèdent ce sceau. Elle explique que la marque de la fatalité remonte à la nuit des temps. Comme c'est devenu une technique interdite, impossible d'estimer le nombre d'utilisateurs actuels. Yashan se creuse la tête. Comment ont-ils pu mettre la main sur une telle technique? Chinger raconte que le Grand Céleste, il y a 100 ans, n'avait pas conçu ce sceau pour nuire. Quelqu'un l'a corrompu et diffusé. Le protagoniste flaire une piste, peut être un proche qui a trahi. Soudain du bruit. Luan Yanner reprend conscience. Sa première pensée va à son équipe, mais le garçon la rassure direct. Tout le monde va bien, repose-toi. Concernant Shuo, il a déjà un plan. Yanner s'excuse platement pour ses mensonges passés. Elle avait juré d'être honnête, mais bon, c'est raté pour cette fois. Il essuyait ses larmes, en demandant si Lu Luo est impliqué. Elle confie qu'elle a peu être compris ce qui pousse sa sœur à agir ainsi. Après avoir disparu des radars, ils sont retournés à leur ancien repère, l'endroit préféré du héros pour se détendre. C'est là qu'ils ont déniché une lettre cruciale. Le message disait que Yan était fichu. Elle a essayé de convaincre les autres du contraire, sans succès. Shuo, persuadé qu'il était mort, ne vivait plus que pour la vengeance. Elle a tout tenté pour l'arrêter, en vain. Yashan réalise que le conquérant céleste d'il y a un siècle était un expert du domaine vie et mort. Et Juluo joue clairement avec le feu. Yanner continue. Après leur séparation, sa sœur a rallié les fidèles pour fonder la secte Wuji et s'autoproclamer impératrice. Après son départ, elle n'a pas cherché à se venger immédiatement. Elle a d'abord parcouru le monde pour recruter quelques assassins, pendant que Lu partait au sud enquêter sur les attaques de la secte. Mais Shuo affirmait, il y a 15 ans, avoir trouvé le moyen d'éliminer celui qui avait vaincu le protagoniste. Elle avait besoin d'un sceau des cieux spécifique. On a essayé de la dissuader, mais c'était un combat perdu d'avance, une dispute sans fin. Chaque tentative pour dérober ce sceau se soldait par un échec. À chaque défaite, elle disparaissait pour se faire oublier quelque temps. Jamais elle n'aurait imaginé qu'elle s'allierait à cette bête pour revenir en tant que reine des assassins. Devant ce récit, Ya admet que le conquérant céleste était d'une puissance effrayante. Il faudra bien plus qu'une simple astuce pour le mettre au tapis. Si Yanner dit que sa sœur ne cherchait pas la vengeance immédiate, ses actions de la dernière décennie sont super louches. Allez, petit flashback. Le personnage principal l'interroge. « Pourquoi tu glandes sur cette montagne alors que ta grande sœur est à tes trousses ?» La fille répond du tac au tac. « Si je rate ce test de courage, je finis seul. Plus personne ne voudra traîner avec moi. » Yashan soupire. « D'accord. Je vais te passer un de mes trésors secrets. » Il lui tend le miroir de l'horizon. Frotte-le si ça sent le roussi. Et pouf, sécurité garantie. Elle le taquine. « Yann, t'as la trouille ou quoi ?» Il assume. « Bah oui, mais tu ne me crois jamais parce que je fonce toujours tête baissée sans jamais perdre. » Notre héros renchérit. « Je le fais justement parce que j'ai peur. Peur que si les choses tournent mal, il perde et ne puisse plus protéger ceux qu'il aime. Quand on domine sa peur, elle devient du courage. Si elle accepte ça, aucun cultivateur louche ne pourra plus jamais l'effrayer. » Yayan sort de sa rêverie.
De retour au présent, face au protagoniste, Yanner demande s'il y a un souci. Le garçon la joue détendue. Non, tout baigne. Il mentionne juste qu'il a dit à Zuluo de revenir dans 3 jours pour s'expliquer. Luan Yanner tente de se lever mais ses jambes flanchent. Yaashan la recadre. Ma pauvre, tu tiens à peine debout. Prends soin de toi un peu. Il a utilisé la double cultivation pour briser le sceau mortel. Mais son noyau spirituel est en vrac. Il lui faut du repos absolu pour guérir. Elle est sous le choc. Pourquoi avoir fait ça pendant que j'étais inconsciente? Tu aurais dû attendre mon réveil. On dirait une scène de ménage. Bref, elle change de sujet. Comment a-t-elle chopé ce sceau? Ce type n'a pas ce style de combat, et sa sœur ne touche pas aux malédictions. Soudain, Luan Yanner contacte son général qui rapporte qu'il surveillait le passage secret, comme ordonné. Comme on s'y attendait, il y a eu une tentative d'intrusion. Après une brève échauffourée, l'ennemi a pris la fuite. L'intrus est un expert en sceaux maudits, et Luan Yanner ordonne à son homme de tenir sa position. Elle envoie des renforts en expliquant à Yaashan que quelqu'un collabore avec sa sœur. Ce sceau-tueur est sûrement leur œuvre. Impossible d'attendre 3 jours. Yaashan réplique. Elle sera là demain, je viens de l'affronter. Son but est de s'emparer du sceau des cieux. Si elle a fui, ce n'est pas à cause de lui, mais parce qu'elle était déjà bien amochée par Luan Yanner. Si sa sœur veut réintégrer la secte, les marionnettistes qui tirent les ficelles ne laisseront rien passer. Le gamin est bouillant. Demain, c'est le grand jour. Pendant ce temps, de l'autre côté du château, Yantan est aux anges car son maître est enfin réveillé. Elle scrute la pièce du regard, demandant où se trouve le grand maître. Yaashan surgit alors avec un « Ça fait un bail, pas vrai? Comment s'est passée ta journée ?» La jeune fille, les yeux humides, lui demande s'il avait anticipé ses retrouvailles depuis des lustres. Yaashan rétorque « Je savais qu'on se croiserait aujourd'hui, mais les combats, ça, c'était pas au programme. Merci pour tout. » Plus tard, Luan Yanner vient aux nouvelles pour voir si elle manque de rien. Elle a carte blanche. Elle a bien un vœu en tête, mais elle veut d'abord s'assurer que le maître a encore besoin de ses services. Le protagoniste affiche un petit sourire satisfait. Décidément, rien ne lui échappe. Pendant ce temps, Shulo joue les espionnes depuis le toit. Alors qu'elles descendent, Luan Yanner lui demande si elle a fini par abandonner ses idées noires, vu qu'elles viennent de la même secte. Pourquoi cette rancune tenace? Elle lui demande si ça ne ferait pas de la peine au maître de les voir s'entre-déchirer comme ça. La fille s'énerve et lance une attaque contre Luan Yanner, lui ordonnant d'arrêter de dissimuler son aura. En plus, elle veut savoir pourquoi l'autre continue de jouer les faibles et les ignorantes. Sa sœur siffle la fin de la récré pour Shuo, affirmant que personne ne touchera au trésor du maître. Pour ça, il faudra d'abord lui passer sur le corps. Mais en un éclair, la fille se retrouve aux côtés de Luan Yanner, déclarant que toute résistance est futile. Bon, accrochez bien vos ceintures, parce que l'histoire va partir en vrille. Cette fille n'a même pas besoin de s'emparer de l'objet elle-même, car elle sait pertinemment où il se cache. Elle défonce une boîte avec une force brute, y trouve un sac, et Luan Yanner lui lance. Du calme, tu te fais manipuler par ces autres types. Il s'avère que son maître est bien vivant, et tout ce qu'elle souhaite, c'est que sa sœur lui fasse confiance. Elle se demande même si ce n'est pas mieux ainsi. Soudain, Shulo ressent une vibration étrange, et réalise que son aura vient de passer au niveau supérieur. Luan Yanner la charrie sur son côté ninja des toitures, ce qui enrage la fille qui fonce sur elle. Mais soudain, elle s'arrête. C'est inutile, mec. Le héros a métamorphosé la situation. Fais ce que tu veux, ça ne changera rien au résultat. Shulu hallucine complètement qu'une marionnette puisse copier sa sœur, et même égaler sa puissance. Le héros lève la main. Boum. Explosion. Il lance alors. Pourquoi tu trembles? Je ne t'ai pas appris qu'il suffit d'en voir un pour en deviner 10 sur le champ de bataille? Sur les terres d'Assin, chaque issue est verrouillée. Une fois qu'elle touche le miroir au trésor, elle est piégée. Il n'y a plus qu'un seul moyen de l'arrêter. Au fond, elle se fie trop au reflet et au changement parce qu'elle est faible et cherche toujours la fuite. Pourtant, elle traîne toujours sa réputation d'assassin la plus redoutée. La fille en colère le traite d'imposteur, indigne des paroles de son maître. C'est là que le héros, avec un sourire narquois, lui dit qu'elle a fini par se pointer grâce à son sceau d'invocation. L'aura du gamin change du tout au tout et Shulo est perdu. Mais qu'est-ce qui se passe? Certes, la personne en face est un faux, mais elle ressent quelque chose d'inédit. Le héros la foudroie d'un regard rempli de rage, lui attrape la tête et lui ordonne de se calmer. Il sort une technique de Ding, et la scène bascule soudainement ailleurs où une fille se plaint. Cette boussole est un véritable casse-tête. Tout le monde est éparpillé aux 4 vents, et la fille explique que pour trouver le miroir divin de l'impératrice, elle a dû sacrifier 10 vies. Même si Yaon est super fort, il lui faut une journée entière pour briser cette malédiction. Pendant ce temps, Shu doit récupérer l'objet. Soudain, elle capte l'aura de sa marque et pense l'avoir activée.
Son éventail se met à briller, ses vêtements se déchirent, et elle s'écrie « C'est quoi ce délire ?» Elle n'en revient pas que Yishan lui renvoie de l'énergie spirituelle à travers son sceau, mais ça cache autre chose. Le gamin est intense. Tout en se battant, il traque sa position exacte. Mais la fille se mord le doigt, forme un sceau, et déclare qu'elle ne se laissera pas faire si facilement. Boum! Une explosion retentit, et Yanner observe le tout depuis le château. L'autre maître débarque et demande comment elle va, vu que Yashan se bat depuis une éternité. La fille change de sujet, avouant qu'elle est juste un peu inquiète. Elle se demande si c'est à cause de Shuo, qui risque d'énerver le héros, et de provoquer un chaos total. Elle demande pourquoi le maître a refusé qu'elle les accompagne. Yanner répond qu'il avait peur qu'elle finisse par supplier pour l'épargner, mais sa sœur la contredit. Yoshin ne voulait simplement pas qu'elle porte un fardeau supplémentaire. On dit que chacun a son destin. À l'époque, Shuo a fait un choix pour ses propres raisons. Elle sait qu'elle veut aider le maître, mais peut être que lui n'en a pas besoin. Yanner écoute en silence. Et là, en arrière-plan, notre gars débarque en portant Shuo, ce qui laisse Yanner bouche bée. Elle est indemne et surprise que le maître y soit allé mollo avec elle. Yes explique que lors de leur discussion il y a 3 jours, il avait tout préparé pour Cassin la piège. Même si c'était un peu tôt, le plan a fonctionné à merveille. Après avoir découvert une malédiction chez Yanner, il s'est douté que Shuo en avait une aussi. Il a donc utilisé l'énergie inversée pour traquer l'utilisateur de la marque. Mais la personne a coupé le lien avec Shuo. Yanner fait remarquer que l'énergie spirituelle ne s'évapore pas comme ça, donc ils peuvent trouver un moyen de remonter la piste. Yashen répond « Pas la peine, elle a sûrement des renforts, et si j'étais à sa place, je ferais un scandale pour attirer les ennemis sur mon terrain. » L'impératrice s'étonne « On les laisse filer comme ça ?» Et le héros répond « T'inquiète, pas du tout. J'ai laissé une marque furtive quand j'ai retourné l'énergie spirituelle. On l'accueillera par surprise quand elle sera en train de se relaxer. Le gamin est glacial et stratégique. Il doit sécuriser sa position. Donc, elle a besoin d'un moment de répit pour recharger ses batteries. Et quand Shulwa se réveillera, ils auront une petite discussion. Pendant ce temps, Yanner est toujours déprimé pour sa sœur. Et le pauvre Yan cogite. Après tout ce temps, nos retrouvailles sont un véritable fiasco. Sorti de nulle part, l'autre maître surgit en disant « Hey, la sœur est de retour. Allez, on fête ça un peu. » C'est vraiment l'excuse la plus bidon du monde pour aller boire un coup. Mais le duo n'est pas dupe et répond « Nan, laisse tomber. T'es trop fragile pour ça. » Els échange un regard complice et l'autre balance. « Ok, ça marche. » Elle se demande si Yanner n'avait pas juré d'exaucer le moindre de ses vœux, parce que là, elle a une idée bien précise derrière la tête. Oh là là, ça sent les ennuis à plein nez. Nos protagonistes tirent une tête pas possible, se demandant ce qu'elle peut bien vouloir d'autre à part faire la fête. Elle rétorque que tout ça, c'est de l'histoire ancienne et qu'elle a tourné la page. Le gamin en reste bouche bée. Fini les soirées arrosées. Alors qu'est-ce qu'elle veut? Pendant ce temps, Luan Yanner est morte de rire au fond, traitant son maître d'andouille et demandant si sa sœur n'a toujours rien capté après toutes ces années. La fille opine du chef. Avec le maître, faut pas y aller par 4 chemins, faut être cash. Alors elle se lance. Je veux jouer à cache-cache avec toi, moi aussi. Tout le monde lâche un « hein » collectif, et même Luan tombe des nues. Ça paraît complètement débile. Mais elle insiste, c'est de sa faute. Quand ils étaient gosses, il se vantait de ne jamais trouver ses cachettes, et c'est resté son plus grand regret d'enfance. Elle va leur laisser un peu d'avance pour se planquer, et si elle met la main sur eux? Eh bien, vous devinez la suite. D'un coup, pfiou, la fille disparaît. Luan Yanner s'inquiète direct. Elle n'arrive pas à croire qu'elle lance un sort pareil vu son état actuel. Mais Yashin intervient. Laisse-la faire, Yanner, pense plutôt à ta santé. Il promet de la raccompagner dans sa chambre. La jeune femme recule. C'est le vœu de sa petite sœur. Hors de question de gâcher l'ambiance. Du coup, il a intérêt à déguerpir Fissa. Quelques minutes plus tard, on retrouve notre protagoniste Pépouze sur le toit, en train d'observer la ville. Le gamin s'imagine que Luan nageait dans le bonheur. Sauf que là, elle fait la tronche, se demandant si elle est fâchée contre lui. C'est le moment que choisit Luluo pour débarquer et lui rappeler qu'il est visible la moitié du temps, donc 0 pointé pour la cachette. Et elle a entendu Hassan parler d'une punition s'il se fait choper. Mais pour Yashin, gagner ou perdre, on s'en fiche. L'important, c'est de faire plaisir à Hassan. Luluo demande alors « Pourquoi tu tires une tronche de 6 pieds de long ?» Puis, pour le taquiner, elle hurle que la grande sœur arrive, juste pour lui faire peur. Agacé, le héros l'enferme direct dans un parchemin. La petite peste demande pourquoi il ne va pas simplement discuter avec sa grande sœur. Elle l'apprécie, c'est évident, et elle est prête à tout déballer. Mais Yashin est sceptique. Nan, elle doit me détester vu comment elle m'évite. C'est là que Luaner débarque pour de vrai. Luo tente de plaider sa cause, mais notre héros reste complètement déprimé. La pauvre fille n'en peut plus. Elle craque et lui colle une baffe monumentale.
S'il veut que ça bouge, il doit aller lui parler en face. Le garçon s'étale par terre, mais même après s'être soigné, sa seule inquiétude reste l'état de sa disciple. Sorti de nulle part, il lâche la bombe. Est-ce que par hasard je ne te plais pas? Il réalise sa bêtise à la seconde même. Tellement c'était inattendu. Luan Yaner l'attrape et lui chuchote à l'oreille de ne plus faire un bruit, pile au moment où Hassan arrive dans le coin, commençant à fouiller partout pour les débusquer. Ils ne se doutaient de rien, hein? Ils étaient juste là, blottis l'un contre l'autre dans un coin sombre. Une fois la fille partie, le héros tente de se relever, mais Luan Yaner le retient fermement. Elle lui avoue que ce n'est pas qu'elle ne l'aime pas, au contraire. Elle avait peur qu'il la rejette, d'où la distance. Ses sentiments vont bien au-delà de la relation maître-disciple, elle veut plus. L'ambiance passe de 0 à 100 en une fraction de seconde. En entendant ça, Yeshin se remémore tous leurs souvenirs et, sur une impulsion, l'embrasse soudainement. Waouh, même moi je ne l'avais pas vu venir celle-là. Le garçon déclare. Maintenant, on est bien plus que maître et disciple. À ces mots, la jeune fille lui saute au cou, toute joyeuse, et promet de faire absolument tout ce qu'il lui demandera. Yayen devient rouge pivoine, incapable de détacher son regard d'elle. Juste après, Luan Yaner murmure qu'elle ressent une sensation étrange. Notre héros, cramoisi comme une tomate, suggère de rentrer. Il n'a pas encore récupéré toute sa puissance et a besoin de se reposer un peu. Et là, c'est le drame. Chinger est planté là et a tout vu. Niveau timing pourri, on ne fait pas mieux. La pauvre reste figée sur place. Sa sœur arrive ensuite, disant que c'est plus simple de chercher à deux. Soudain, Chinger ferme les yeux et l'autre demande. Il se passe un truc grave? Et puisque Yen est dans les parages, peut-être qu'il pourra donner un coup de main. Le personnage principal hoche la tête avec assurance. Tant que je suis là, pas de panique à avoir. Ailleurs dans le château, les sœurs discutent. Celle aux cheveux verts explique qu'elle est venue voir le livre céleste. Elle tend un pendentif, précisant que sauver sa sœur ensorcelée passait avant cette mission. Changeons de décor. Elle demande si Yan va bien. Le garçon, complètement ficelé, répond que Yanner est juste en train de s'amuser un peu. Brusquement, la fille met un genou à terre et s'excuse platement, jurant qu'elle ne voulait pas s'incruster dans son intimité. Elles étaient juste pressées, mais pas d'inquiétude, elles garderont le secret sur ce que. Personne ne va s'amuser à l'imaginer en train de prendre la pose dans tous les sens. Franchement, ça devient n'importe quoi. Le héros coupe court aux politesses. Allons droit au but. Les sœurs lancent leur rituel. Une fumée émeraude tourbillonne et boum. Une femme aux cheveux d'argent surgit de nulle part. Yishin l'interpelle par le nom de Ruxi, ce à quoi elle répond par un décontracté « ça fait un bail ». Le gamin, véritable dur à cuire, ne flanche pas d'un pouce. Aïe, la remarque est un peu rude. Yishin acquiesce, tandis que la fille souligne qu'il est l'unique personne à avoir assez de cran pour lui parler sur ce ton. Mais le garçon reste imperturbable, exigeant de savoir pourquoi elle a envoyé des gens faire le pied de grue pour le livre céleste. Elle laisse échapper un petit rire amusé. Le héros demande si c'est lié à celui qui a scellé son disciple, et Ruxi confirme qu'il est toujours aussi vif d'esprit. Elle et cet individu ont un vieux compte à régler. Mais minute, l'histoire ne s'arrête pas là. Il s'avère que l'anéantissement de sa propre secte est intimement lié à tout ce bazar. Piqué au vif, notre héros cherche à en savoir plus. Mais elle lui donne simplement rendez-vous dans la zone interdite de Baiwa. Pas le temps de niaiser, elle s'évapore déjà dans la nature. Yachen plonge dans ses réflexions pendant que les frangines maintiennent leur incantation. Une fois la magie dissipée, le héros confirme l'envoi du message. Il les remercie pour le coup de main, mais il a encore des questions en suspens. Depuis la fondation de la secte des Sans-Fleurs, Ruak s'est focalisé sur l'art du scellement, délaissant l'entraînement physique intensif, mais la rumeur dit qu'elle s'est aventurée en terre prohibée. Chinger avoue son ignorance totale, rappelant qu'elles n'ont rejoint les rangs qu'il y a 10 ans. Yachen, lui, trouve la méthode de communication de Ruok sacrément tordue. D'ordinaire, elle ne mettrait jamais des vies en danger. Si on en est là, c'est que la secte a subi une transformation radicale il y a une décennie, voire plus. Chinger se demande alors si l'objectif de l'ancêtre était de le conduire tout droit vers ce territoire interdit. Le souci est ailleurs. Il y a 3 ans, en quittant la montagne avec sa sœur, l'ancêtre l'a prévenu en rêve de ne surtout pas utiliser la magie pour pénétrer dans la secte. Le seul moyen d'y retourner est de franchir la chaîne de montagnes à pied. Shai l'interroge alors sur cette fameuse montagne empoisonnée dont tout le monde parle. Yachen est perplexe. Ce pic n'est-il pas censé être à 100 mètres de leur base? À l'entendre, on dirait un endroit impossible à dénicher. Chinger précise que la localisation change en permanence, ce qui rend la zone particulièrement insaisissable. Elles ont galéré pour le trouver. Entre le miasme et les bêtes sauvages, c'est un véritable labyrinthe mortel. Shawi déplore qu'elles aient un foyer mais qu'il leur soit inaccessible. Pour couronner le tout,
La secte de la rivière de sang les harcèle, ne leur laissant d'autre choix que de fuir vers leur propre clan pour chercher refuge. Sans cette mission, elle serait rentrée depuis belle lurette. L'ancêtre est une figure maternelle pour elle, et l'idée qu'il lui soit arrivé quelque chose les ronge d'inquiétude. Face à ce tableau, le cerveau de Yachen tourne à plein régime. Toutes ces mesures de sécurité sentent le confinement de catastrophe à plein nez. Il parie que Ruaki s'est volontairement scellé dans la zone interdite. Si c'est le cas, leur maître mise tout sur son intervention. Briser le sort pour pénétrer le périmètre n'est pas impossible. Mais si son intuition est bonne, cela risquerait de libérer un véritable fléau. L'option la plus prudente reste donc de s'infiltrer par les montagnes, même si l'endroit paraît plus que douteux. Ce n'est pas la mer à boire pour trouver le chemin. Le vrai hic, c'est le temps que ça prendra. C'est alors qu'une voix surgit pour proposer un raccourci inattendu. Yanner crache le morceau. À la naissance de sa secte, un maître lui avait commandé la création d'un portail lié aux 5 éléments du monde. Pour la faire courte, il suffit d'énoncer sa destination, et bim, le portail y ouvre une voie royale. Mais avec la disparition de son maître et la montagne de soucis à gérer, cet appareil lui était complètement sorti de la tête. Yachen remarque que la jeune fille est encore sous tension. Xiao lance un regard blasé, genre « Tu t'attendais à quoi d'une secte de servantes impériales? Elles sont prêtes à repartir, mais Luan Yanner met le holà. Avez-vous seulement branché vos cerveaux? Pourquoi l'ancêtre athée a scellé la montagne et vous a expédié ici? » Les filles, aveuglées par le mal du pays, ne percutent pas. Elles sont déjà en mode on se tire, passant complètement à côté de la gravité de la situation. Les deux tremblent comme des feuilles, et Chinger bafouille qu'elle s'inquiétait juste. Bon, Yanner valide finalement la stratégie. L'ancêtre voulait probablement les épargner et a confié leur sécurité à Yachen. Si la situation l'angoisse tant que ça, mieux vaudrait qu'elle reste à l'écart de ce bourbier. Le héros se dit que Yanner assure comme une chef pour garder les frangines dans le rang. Son aide est précieuse. Pourtant, il continue de lui taper sur les nerfs, ce qui n'était franchement pas l'effet recherché. Dans les escaliers, Yachen a un truc à dire. Il lui attrape le poignet, elle lâche un haï, et il tente de se justifier sur son attitude à l'arrivée du clan des Sans-Fleurs. J'ai détourné la conversation, mais c'était pas volontaire, je te jure. Sorti de nulle part, Luan Yanner lui décoche une baffe magistrale, prétendant que c'est pour lui sauver la face. Juste une crise de nerfs classique, allez, sans rancune. Il ne va pas en faire un fromage. Yachen demande surtout « Pourquoi tu m'as ignoré tout à l'heure? Qu'est-ce que j'ai fait de travers ?» Yanner met les cartes sur table. A-t-il seulement songé une seconde à solliciter son aide quand les sœurs étaient en galère? Monsieur voulait encore jouer au héros solitaire, la laissant dans le flou comme l'éternel disciple protégé, alors qu'ils avaient un pacte. Fini le duo maître-disciple basique. Evelyn, ça tourne à la scène de ménage. Elle veut savoir quand il la considérera enfin comme une véritable partenaire. Le héros reste planté là, muet comme une carpe. Elle reprend. J'ai tout entendu tout à l'heure, et j'ai un plan. L'ancêtre des Sans-Fleurs est clairement dans de sales draps. Ce portail Xuanji, elle l'a conçu spécialement pour le retrouver. C'est un secret bien gardé. Mais comme elle lui a déjà enseigné le fonctionnement, il peut y aller. Elle propose de l'attendre sagement, mais Yachen lui attrape la main et active le saut vers les montagnes toxiques. Son excuse? S'il y va seul, il risque de piquer une crise et de tout faire sauter. Il a besoin d'elle pour jouer les garde-fous si ça dérape. Ah, en voilà un joli moment de complicité amoureuse. Ailleurs, Hassan fixe un énorme bloc de glace. Le maître et sa sœur ayant disparu, c'est elle qui commande. Oh, la fille aux cheveux blancs respire encore. Hassan lance. Debout là-dedans, la belle au bois dormant. C'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, lâchez un petit pouce bleu. On se retrouve très vite, salut.